Tu prends un copywriter qui dit je vis du copywriting, il a disparu. Tu prends un closer qui dit je vis du closing, ils ont disparu. Donc le seul métier pour moi aujourd'hui qui est viable, je dis bien pour être libre, c'est notre métier, infopreneur. Il faut en bouffer les appels téléphoniques. Il faut être prêt à prendre 10 entretiens par jour et à vendre 0. Vous pouvez faire 300 entretiens dans le mois pour gagner même pas 1000 balles. Ça, il faut être au courant. C'est une énorme alerte. Quand on ne vend pas sa vraie identité, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est une évidence absolue. Quand on vend quelque chose sur Internet, on le vend avec sa vraie identité. Les gens veulent être freelance. Et ils se sont rendus compte que en fait, c'est pas pareil que quand t'es salarié. C'est que tu te rends compte le niveau extrêmement mauvais des salariés en entreprise. Vous pouvez devenir assistante, c'est vrai, pour des infopreneurs ou pour des marques, mais jamais de la vie vous serez payé 45 ou 50 euros de l'heure. Tu peux pas créer un métier comme ça. En fait, tu auras toujours des clients que tu devras délivrer en vendant ton temps. Donc à partir du moment où tu vends ton temps, tu n'auras jamais une vraie liberté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Daron du Biz. Bonjour Alexandre. Bonjour Fabien, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Alors j'allais dire très bien, alors, il y a une partie de moi où très bien, et une autre partie de moi où c'est un peu plus compliqué, là, cette fin de semaine, des aventures, une des petite péripéties. semaine mouvementée. Exactement. Bon, on en parlera si tu le veux bien, on verra. Oui, Aujourd'hui, on va parler des métiers de la liberté financière. En tout cas, les métiers que les salariés aimeraient faire pour devenir libres financièrement. Et nous allons donner notre avis, en tant qu'entrepreneur du web depuis moult années, sur la capacité réelle à s'offrir un nouveau métier et le niveau de bullshitterie de tout ça. C'est ça. Puisque sur le web, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a quand même pas mal de bullshit. Il y a de tout et de n'importe quoi. Voilà. Donc on va répondre à la question, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de gagner sa liberté financière, d'avoir un complément de revenu ou de se lancer dans une nouvelle activité ? À quel point les discours qu'on entend sont-ils justes, vérifiables, démontrés, démontrables, exemple à l'appui? Ça va être notre rôle aujourd'hui. Mais d'abord, un petit commentaire d'actualité, c'est ça que tu nous as prévu? Exactement. On va honorer une petite rubrique. Oui, inaugurer. Inaugurée. Toi, j'ai fait j'ai fait les deux en même temps. Inaugurer une petite rubrique, on va donner notre avis sur un point d'actualité. Alors peut-être qu'il y aura quelques jours d'écart entre l'actualité réelle et là où c'est posté. Mais j'aimerais avoir ton avis, mon cher Alexandre, sur le fait que notre magnifique président de la République, sans enfant, Emmanuel Macron, j'aime bien rajouter sans enfant parce que ça me fait toujours... je m'y ferai jamais, je pense, a proposé de mettre comme chanteuse à l'ouverture des Jeux Olympiques Aya Nakamura, qui nous chanterait de l'Édith Piaf. C'est beau. Qu'est-ce que ton cœur en dit? Alors, qu'est-ce que ton cerveau en dit? Avant de pleurer, je voulais juste préciser quelque chose. C'est que nous ne sommes pas une émission politique. Non, et on ne le sera jamais. Non. Simplement, on donne ce petit commentaire d'actualité parce qu'on le fait aussi naturellement dans nos podcasts sur notre vision de daron, entrepreneur pour la liberté, le bien-être de tous, notre petite vision du monde sur ça. Oui. Rappelons aux personnes qui ne nous connaissent pas ou qui nous découvrent que nous sommes expatriés à l'île Maurice. Tout à fait. Que nous avons quitté la France parce qu'on l'aime tellement et on la voit se déliquéfier, on la voit suinter de partout. On a préféré mener la résistance à l'extérieur. Oui, alors résistance, c'est un grand mot, mais en effet, c'est pas un commentaire ironique. On aime beaucoup la France, on l'aime profondément. C'est vrai que l'on fait une petite pause parce qu'on se dit que c'est quand même compliqué sur place. On respire, un peu de vitamine D, un peu d'océan, un peu de palmier, puis on verra si ça se calme un jour. Donc, est-ce que ça se calme avec Aya Nakamura? Non, pas du tout. Alors, je connais peu cet artiste. Ce n'est pas ma tasse de thé, de thé, véritablement. Donc, j'ai été faire comme tout le monde. J'ai été écouter pour voir de quoi il s'agissait, et j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? De quelle langue elle parle en fait. J'ai pas compris les paroles. Oui, ça, oui. C'est non, parce qu'on a dit que c'était une chanteuse qui représente la France, puisque. Et après, on explique, mais c'est la chanteuse française la plus écoutée au monde. Mais je comprends pourquoi, parce que je chante pas français du tout. C'est un boogie. Alors, elle a eu pas mal de, moi je savais pas, mais elle a eu des récompenses en France. Ah oui. Ouais. Alors, moi je connais, j'écoute peut-être parfois quand elle passe, je vais laisser la musique. Je me rappelle la première fois où j'ai mis, ça devait être Jaja, qui est une musique connue. Et le rythme, il est entraînant. Elle a quand même du talent là-dessus. Et je me souviens, je le mets à Amélie, ma femme, elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On comprend rien de ce que dit. Les paroles, elles sont débiles. Les paroles sont vraiment débiles. Et après, à force de l'écouter,
Ouais, en fait, tu te laisses entraîner par le rythme et franchement, tu fais ouais, alors ça va être sympa, je pense, en club ou au bord de la mer, voilà, avec une petite pina colada, ça je peux comprendre. Après, pour représenter la France aux Jeux Olympiques, c'est quand même une autre affaire. Oui. Donc moi, j'ai rencontré, je la connais pas, je l'écoute pas, etc. Mais effectivement, quand j'ai écouté et que j'ai compris, je me suis dit, bon, bah c'est dans le flux continu de tout ce qui va pas en France, hein, malheureusement. Certains diront mais non, mais il faut être ouvert, il faut être machin. Mais tu peux être ouvert, tu peux voyager à travers le monde, tu peux parfaire ta culture, etc. Mais quand c'est de la merde, c'est de la merde. Enfin, faut dire ce qu'il y a. Je suis désolé. Mais je pense qu'il y a d'autres musiciens, d'autres chanteurs. Oui, bah de toute façon, il y a eu un vote. Hein, elle arrive 5e, je crois. Ouais. Le premier, c'est David Guetta, un truc comme ça. Ça va pas nous emmener plus loin. Parce qu'en fait, il fait pas de chanson à texte. Parce que ce que j'ai cru comprendre, le projet, c'est que s'il faut rendre honneur à Edith Piaf, comme des chansons à texte, elle est tellement française qu'elle enroulait les airs, un peu comme à l'ancienne. Donc là, je pense qu'il fallait trouver peut-être un parolier, une parolière, quelqu'un qui un peu est dans le texte, je pense, pour représenter la France un minimum. Et là, on n'y est pas du tout. Alors, elle produit certainement de la musique pour bouger en club et qui fédère beaucoup de jeunes, etc. Je parle comme un boomer. Ping! Pour boomer. Non, mais le truc, c'est qu'en ce moment, on est coincé parce qu'on n'a plus d'artistes français. Mais il y a alors j'avais vu, j'étais tombé sur des récompenses de la musique, il y en a une qui était pas mal, qui s'appelle Zaza Machin Gaucho de oui ouf. Bah oui, de toute façon elles sont que gaucho. Donc le problème c'est qu'après quand j'ai vu les discours et tout, je peux pas écouter en fait. Il y a Pomme aussi, Pomme Poire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même pas mal ça. Oui, mais c'est pareil, c'est du gauchisme. Oui, c'est tous des gauchos de toute façon. Et il y a un mec aussi, un peu avec un col roulé rouge là. Ah ouais. Qui est assez connu. C'est pas mal aussi ce qu'il fait. Même Booba, il avait retweeté pareil gros gaucho et tout ça, mais sympa, artiste sympa, tu vois, qui sont talentueux. Je pense que c'est eux qui pourraient plus intervenir là-dessus. Après, il y a eu l'excuse du oui, mais si vous n'aimez pas ça, c'est parce qu'en fait vous êtes un gros raciste. Oui. Donc là, t'es piégé, tu peux plus rien dire. T'as sorti la carte Uno, c'est mort. C'est bon, on arrête tout. Ouais. C'est génial. En fait, je pense que pour tout le monde, c'est quand même une idée de merde. Oui, et elle vient du président de la République, donc je pense qu'en termes d'idée de merde, moi je crois que c'est pas une idée de merde, je crois que c'est une idée de génie. Ah d'accord, ok. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'accord, ok. C'est parti pour la minute complotiste. Je pense qu'elle a été choisie dans un but très précis, c'est que comme nous sommes à quelques semaines des élections européennes, je pense que Manu, il est quand même pas con. Il a décidé de la nommer parce que il savait que c'était de la grosse merde, mais que en fait les gens allaient dire voilà, on peut pas faire ça, c'est honteux, quelle image on va avoir, et en fait on pourrait justement accuser tous ces gens-là de racisme et donc de rentrer dans un débat où dire regardez les méchants, il y a des racistes partout, votez pour Manu, moi je vais vous protéger des racistes, des machins, etc. Et donc il fait rentrer son ennemi numéro 1 dans le débat qui est Marine Le Pen et consorts. Ouais. Voilà, moi je pense que c'est complètement téléguidé, totalement réfléchi, mais toujours sur le dos des autres, hein, des Français, ils s'en bat les couilles en fait. Lui, il est prêt à sacrifier l'honneur, l'image de la France, la dépecer, donner l'indépendance à la Corse, et vas-y la Bretagne vas-y aussi, et pourquoi pas l'Alsace, pendant qu'on y est. Voilà, pour moi, c'est symptomatique de quelqu'un qui n'aime pas son pays. Il veut être président de l'Europe, il veut pas être président de la France. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, je dis c'est de la merde, c'est un peu méchant, hein, mais c'est juste que je pense que on est loin de représenter la France avec ça, quoi. Évidemment. Et moi, j'ai vu des petites vidéos, parce qu'elle du coup, elle est devenue famous avec ça, ça a un peu buzzé, elle s'est fait inviter, et en fait, elle dit clairement que son style de parler, c'est parce que aujourd'hui, il y a des jeunes comme elle qui parlent comme elle. Mais c'est pas parce que en fait, tu fais de la merde et tu parles mal que tu dois représenter la France. Mais moi, j'invite, franchement, ça m'a pris 5 minutes. J'invite les gens à regarder regardez, vous faites Parole, Yana Nakamura, vous regardez Jaja, c'est pas français, on comprend rien. Et puis en plus, et après, j'étais décodé certains mots que je connaissais pas. En fait, c'est ultra vulgaire en plus. Oui. C'est ultra vulgaire, ultra sexuel, ultra grossier. Enfin, il y a rien, quoi, ni de loin, ni de près qui correspond. Tu vois, aux valeurs de la France, s'il faut la faire rayonner à l'international, je crois pas que ce soit en levrette parce que c'est ce qu'elle promeut. Donc voilà. Bon, si vous voulez une France en levrette, allez-y, on continue. Droit dedans, dans le mur et avec courage, force et honneur. Let's go. Bon, c'est Benoît Salvini qui serait content. Il rentrait sur le ring sur la musique d'Ayana Nakamura. C'est pas mal, ça. Il y en a pas un qui tient plus de 3 rounds. Jaja, pom. Mais vas-y que ça, toi. Allez, bim. Mais je pense qu'elle va y être, hein. Ah bah oui. Elle va y être. Voilà. Bon, deuxième fait d'actualité qui s'est passé hier. Il y a Cyril Hanouna, donc qui présente TPMP, qui a été sommé
de venir devant l'Assemblée nationale pour s'expliquer de son contenu. Oui. Alors là aussi, moi je regarde pas, je regarde pas la télé, je regarde plus la télé, etc. Et comme je l'avais dit dans un autre épisode, j'ai connu très succinctement Cyril Hanouna, on s'est vu que 2-3 fois. Et comme je disais aussi, je pense qu'il se souvient absolument pas de qui je suis. Moi, je m'en souviens, c'était marrant. Peut-être qu'il regarde tous les darons du bise, tous les épisodes. Bientôt, on sera produit par Cyril Hanouna. Et donc j'ai été choqué. Moi, je juge pas vraiment les gens que, tu vois, je vais pas connaître en détail ce qu'ils font, ce qu'ils produisent et tout ça. Donc bon, ni pour ni contre. Par contre, effectivement, quand je l'ai vu s'exprimer et de voir, c'est pas s'exprimer, se justifier de son travail face à des gens qui l'interrogent comme s'il avait commis vraiment des crimes. Tu vois, extrêmement grave. Mais qu'est-ce que c'est que ce procès stalinien envers quelqu'un qui, en plus, il est quand même dans les lignes, quoi. Je veux dire, bon, ça reste du grand public, Cyril Hanouna, etc. On n'est pas sur un truc complotiste, machin, etc. Et j'ai vu, mais comment il était traité, interrogé, presque vilipendé, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette époque? C'est un truc de fou. C'est-à-dire que maintenant, on organise des grandes séances comme ça, où on doit justifier, s'expliquer, et voilà. Donc à un moment donné, un des rapporteurs qui lui demande, mais vous devriez pas baisser un peu votre salaire? Mais du coup, c'est quoi tu te mêles? Qu'est-ce que tu fais? Non mais le mec il taffe, il produit, il fait ce qu'il veut. Alors et après s'il se fait reprendre sur des éléments, il se fait reprendre par l'Arcom, je crois que ça s'appelle maintenant. En fait, pour remettre du contexte, c'est l'Arcom, je crois, qui décide, ou bref, un truc étatique, qui décide des diffusions, enfin pas des diffusions, mais des fuseaux là. Il leur donne en fait des numéros de chaîne et ils doivent les renouveler, je crois, en 2025, un truc comme ça. Et là, ils trouvent que, dis donc, les chaînes du groupe Bolloré, on ne sait pas si on va leur redonner en fait leur droit de diffusion. Mais allô? En fait, c'est quoi? C'est la Gestapo là? Mais c'est vraiment la Gestapo parce qu'en plus, c'est ultra malhonnête parce que je vois pas pourquoi on ferait des procès staliniens contre ces gens parce que c'est toujours la même rengaine. Cyril Hanouna, c'est l'extrême droite, c'est toujours la même chose. Mais c'est nouveau. En fait, pour remettre du contexte, parce que moi, c'est un truc que j'ai suivi notamment en 2017 quand Manu a été élu. J'en ai déjà parlé, je crois, ici. Il a été élu par BFM, par le groupe RMC. Ils se sont serré la main quand il était ministre de l'économie pour que RMC puisse racheter avec Drahi SFR. Et entre copains, je te la rends, je te mets en avant sur ma chaîne. Sauf que ça a forcément pas plu à Bolloré, qui a CNews et qui est le groupe concurrent. Donc lui s'est dit, moi aussi, je veux mettre mes poulains. Alors il a essayé de mettre des poulains en avant, ça a pas trop marché. Et puis ils se sont rendus compte que en allant dans une certaine voie de dire ce qu'il a plus le droit de dire, ça plaît aux gens et l'audimat il augmente. Mais sauf que aujourd'hui, ils disent des choses pour lesquelles ils ne sont pas condamnés. C'est-à-dire, il n'y a pas de condamnation en justice par rapport aux gens qu'ils invitent ou par rapport à ce qu'ils disent. Mais ça ne plaît pas à la bien-pensance globale. Donc, ces gens-là doivent venir au Parlement pour s'expliquer d'un truc pour lequel qui est tout à fait légal. C'est un truc de fou quand même. Par contre, jamais on a vu le mec de chez RMC s'expliquer pourquoi il mettait autant Emmanuel Macron en avant lors de la campagne de 2017. Oui, c'est hallucinant. Et puis, ils ont eu beaucoup d'amendes, beaucoup plus que la plupart des autres émissions. Et il a répondu très justement en disant, mais on a eu, je sais plus, des milliers et des milliers et des milliers d'heures de direct. Et les propos sur lesquels vous nous demandez de justifier représentent 0,1% de notre temps d'antenne. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, sur 10 ans d'antenne, ils ont une marge d'erreur, entre guillemets, de 0,1%, ce qui est ridicule. Et on leur fait un procès d'intention. Encore une fois, moi, je ne défends pas Cyril Hanouna, je ne regarde pas, j'ai pas d'avis à donner là-dessus, mais franchement, je me suis vraiment inquiété de l'état aujourd'hui de notre soi-disant démocratie quand j'ai vu ça. Et personne n'est choqué quand on a France Info, RFI, France Inter et tout ça, qui sont ultra de gauche. On le sait, c'est évident. Eux, ils prêchent la bonne parole, ils sont dans le vrai, etc. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un journaliste, alors je sais plus si c'est France Inter, Info, peu importe, qui s'est fait mettre à pied parce qu'il avait participé de loin, je crois, à la biographie de Jordan Bardella. Mais s'il avait participé à la biographie d'un gros gaucho, on lui aurait mis un César, quoi. Exactement. On lui aurait fait une petite on dit bravo. Voilà. Bravo. Donc, moi, je pense que ça va pas. Tout simplement. Mais après, je me mets pas trop à fond là-dedans parce que j'ai pas envie de tomber dans le militantisme, dans le combat de chercher la vérité. Regardez, c'est les méchants, hein, on part dans une dictature. Ce que je pense qui est intéressant, c'est pour ça que c'est la deuxième partie de notre podcast, c'est comment faire, nous, après, pour créer notre propre liberté, parce qu'on voit que l'arnaque est constante. C'est triste. Le vrai problème de ça, c'est la liberté d'expression. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une émission télé, tu dis certaines choses,
pour lesquels t'es pas condamné. C'est-à-dire, il n'y a pas de décision de justice. Alors, tu prends des amendes par un organe qui est nommé, je crois, pas déjà par le président de la République, je crois. Oui. Bon, à vérifier. Et en fait, t'as pas le droit de dire. On doit te dire ce que t'as le droit de dire. Ouais, c'est quand même et gravissime. tu dois te justifier, quoi. Ouais, tu dois justifier. Et Même juste que sur ton salaire. Ouais, c'est fou. Mais c'est un truc de fou. Ouais, et tout le monde trouve ça normal, visiblement. Hein. Oui, parce que bon, il dit. Enfin, je pense que l'émission. Bon, j'ai vu ça il y a assez longtemps. C'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Oui. Hein. Le niveau de. Tu ressens pas plus intelligent en regardant ça. Hein. Ouais, mais c'est pas le problème, c'est que moi je pense que justement dans une démocratie où la liberté d'expression est une valeur fondamentale, il est important de pouvoir entendre tout type de discours, tout type de pensée, etc. À partir du moment où on va pas porter vraiment une atteinte grave à quelqu'un ou à un groupe de personnes, voilà, Cyril Hanouna ou l'extrême opposé, ça me pose aucun problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est pourquoi il y a une certaine partie des gens qu'on interroge, qu'on demande de se justifier, alors qu'une autre partie, c'est encouragé, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Dans ce cas-là, on n'appelle pas ça une démocratie, on change. On appelle ça une autocratie, on appelle ça un régime fort, comme ils appellent la Russie, ils disent, comment ils appellent ça, c'est pas une autocratie, c'est un régime totalitaire. C'est ça qu'ils disent, je sais pas, voilà. Quand on parle de la Russie. Oui, quand on parle de la Russie. Oui. Dans ce cas-là, on donne pas le mot de démocratie, on assume clairement. Oui. Dans ce cas-là, on dit, bon, bah voilà, en fait, finalement, non, on vous a arnaqué, on n'est pas une démocratie, c'est évident, donc voilà, on est sur ça, puis vous acceptez ou pas, quoi. Soyons clairs. Ça fait toujours sourire quand on entend parler de propagande russe. Alors nous, on n'est pas en Russie, on peut pas vérifier, donc je ne connais pas le niveau de propagande russe, mais évidemment qu'il existe. Oui. Tout pays, même qui soit en guerre, a de la propagande, on le sait, et évidemment qu'en France, nous avons une propagande qui est différente de celle de la russe, mais on est dans un on l'assume propagande. Pas, c'est juste qu'on l'assume pas. Et tout pays, je pense, a intérêt et utilité de produire de la propagande, parce que c'est pour son bien. Évidemment. Ça survit pour endoctriner le maximum de personnes à penser de manière groupée sur. Sauf que je suis pas sûr que la propagande en France aujourd'hui soit une bonne chose pour la France. Non, parce qu'elle est de mauvaise qualité. Et en plus, elle va au profond. Elle va contre les intérêts de la France, en fait. Je pense. Bref. Refermons ce dossier actualité. Oui. Allons maintenant sur des choses utiles. Allez, c'est parti. Comment devenir libre financièrement? Quel métier s'offre aux personnes qui nous écoutent? J'ai listé 10 métiers qui sont recherchés pour beaucoup de personnes. Donc forcément, si vous écoutez, vous êtes salarié et que vous avez envie d'être libre financièrement, vous avez certainement déjà pensé à ça. Peut-être que j'en ai oublié un ou deux, on verra. Ouais. Et le dernier, je le garde, il est somptueux, on en parlera. Tu vois de quoi je parle? Regardez jusqu'à la fin. Voilà. Le premier. Alors, je me suis évidemment aidé de ChatGPT. Je lui ai demandé, sors-moi ce que les gens veulent savoir et tout sur ces métiers. Développeur web et mobile. Oui. Est-ce que coder en pyjama depuis son canapé justifie vraiment tous les clients relous et les bugs à 3h du mat? Alors, je ne sais pas si ça justifie tous les bugs et les clients relous. Par contre, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine des développeurs qui va complètement changer la donne, mon cher Fabien. Oui. Il y a peu de temps est sortie une nouvelle IA, à l'heure où on parle, qui n'est pas produite par OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT, ni de Google, ni quoi que ce soit. C'est Cognition. Je connais pas. Qui a sorti une IA qui s'appelle Devin. C'est une intelligence artificielle capable de coder un logiciel, un site web ou un jeu vidéo en quelques minutes à partir d'un prompt. Et par rapport à ChatGPT, c'est une IA entraînée vraiment à coder qui est autonome. C'est-à-dire qu'elle est capable de s'auto-corriger, elle est capable d'apprendre sur Internet du code qu'elle ne connaît pas pour résoudre des problèmes. Et apparemment, elle a un taux de résolution qui est du jamais vu, puisqu'elle a résolu dans le site qui s'appelle GitHub plus de 13% des problèmes, alors qu'en moyenne, c'est plutôt autour, avec l'assistance humaine, autour de 4%. Ce qui est énorme. Et en autonome, c'est 10 fois plus que ce qu'il y avait avant dans les précédentes IA ou consorts. Donc, ça change absolument tout en termes de métier de développeur, à tel point que certains analystes disent comment va se transformer ce métier de codeur et de développeur.
Et il y a une des pointures dont j'ai plus le nom qui disait que, en fait, le futur métier d'un codeur, d'un développeur d'ici 5 à 10 ans, ce sera d'apprendre à nourrir ces IA qui sont spécialisés dans le codage et de les diriger si jamais ça part en sucette. Mais elles seront infiniment plus puissantes que tous les codeurs puisqu'elle est capable d'apprendre, de s'auto-corriger, de s'auto-critiquer et beaucoup plus vite que les codeurs. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, en d'autres termes, c'est que c'est un peu la fin du métier. Ouais, tout à fait. J'ai rencontré l'année dernière dans un camping, quand j'étais en camping-car, un gars qui avait la cinquantaine et il faisait une réinsertion. En fait, je sais plus, il était au RH, je crois, dans sa boîte. Il en avait marre. Et il a dit, là, je suis en train de suivre une formation de 3 ans pour devenir développeur web. Et dans ma tête, je me suis dit, mais gars, en fait, c'est trop tard, quoi. Ouais. On a malheureusement, c'est toujours cette bonne idée de commencer à faire des formations quand c'est déjà trop tard. Ouais. C'est un truc, c'était il y a 10 ou 15 ans qu'il fallait s'y mettre. Là, c'est terminé. En fait, il y a fort à parier que même dans un CMS, donc un logiciel pour faire des sites comme WordPress, il est très probable que d'ici 5 ans, on puisse, au sein de WordPress, envoyer tout simplement, ce sera une fenêtre de chat, un prompt, en disant « je veux tel site, de telle couleur, tel logo, une sidebar, des fenêtres ici, etc., des menus, et voilà. » C'est comme ça qu'on va réaliser des sites dans 5 ans. Donc effectivement, c'est chaud. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, donc je pense qu'il y a encore possibilité de pouvoir vivre et d'avoir un complément de revenu ou d'en vivre à 100%, d'avoir des développeurs ou d'être soi-même développeur, mais je parierais pas du tout là-dessus sur les 10 à 15 prochaines années. Si vous avez des enfants qui aujourd'hui sont mineurs, je pense pas que ce soit l'endroit où il faille les amener. Donc selon toi, aujourd'hui, tu commences une formation de développeur web et mobile. Sur 10, niveau de réussite, niveau de chance de pouvoir être libre financièrement avec ça? Sous 3 ans, je dirais entre 50 à 80%, et sous 10 à 15 ans, 0. Ouais. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire ce métier? En fait, si vous avez les compétences tout de suite maintenant, creusez votre sillon et prenez tout ce que vous pouvez prendre et ensuite investissez intelligemment pour pouvoir réfléchir à un plan B quand ça va se complexifier. Mais là, allez-y, regardez, ça me fait penser à quelqu'un. Allez-y, là, on y va, allez-y. De vous renseigner sur cette IA, donc de l'entreprise Cognition qui s'appelle Devin. Et vous allez vite comprendre, surtout si vous êtes codeur. Vous nous donnerez votre avis en commentaire, mais ça sent pas bon. Ok, je suis d'accord avec toi. Et toi, justement, j'allais te poser la question. C'est pas sa petite botte secrète. Je suis venu renseigner, j'ai préparé ce podcast. Attention, moi je me méfie des IA à droite à gauche. Oui. Parce qu'on a eu beaucoup d'IA qui va faire ci, beaucoup d'IA qui va faire ça. ChatGPT qui est capable de faire ci, qui est capable de faire ça. Franchement, c'est un peu le dawa en ce moment. Là, ce matin, je lui ai demandé, tiens, pour préparer ce truc-là, je lui ai dit, sors-moi des questions pour que ça passe un petit peu plus putaclic. Il voulait pas. Ouais. Il me dit non, moi je suis là pour être bienveillant, éthique et tout. Je suis putain, c'est insupportable. Donc il a fallu en fait que je me crée un GPTs à mon nom, en fait où je lui ai donné mes podcasts à moi que je fais et je lui ai dit quelle question poserait Fabien, tu vois. Ouais. Donc là ça y est, il a réussi à être débloqué. Donc je me méfie un petit peu de toutes ces IA. Je pense que oui, à moyen terme, elles vont venir et elles vont être fortes, mais à très court terme, on va dire dans les 2 ans. Je suis pas convaincu qu'il y a des énormes révolutions. On est on a beaucoup attendu là, nouvelle IA. Franchement, ça commence un petit peu, tu sais, on accélère puis la roue elle tourne un petit peu trop dans le vide, dans la terre. Donc oui, ça va venir, mais je pense qu'avec un petit peu de recul que ça va être un petit peu plus long que ce qu'on espérait. Oui, c'est très intelligent comme remarque parce qu'en fait, c'est un peu comme les cryptos, il y a un énorme buzz, les valeurs augmentent, mais concrètement, on en fait quoi? Ouais. Donc t'attends, ça stabilise, parfois ça redescend un petit peu, mais là-dessus il y a quand même quelque chose parce que effectivement il y avait eu beaucoup d'espoir sur ChatGPT, ça va coder pour vous, on va faire des auto-GPT, etc. Bon, on a vite compris que c'était compliqué, mais là visiblement, encore une fois, j'appelle les développeurs et les codeurs et les pros à nous dire, mais ceux qui ont un vrai esprit critique, ceux qui se sentent en danger, qui vont réagir émotionnellement, ça sert à rien, mais je crois qu'on est sur quelque chose qui est assez fort. Alors moi, je pense que pour revenir sur ChatGPT, je pense que on nous donne actuellement un truc pourri, parce que si on nous donnait réellement la pleine capacité, ça serait fou. Et je pense qu'ils sont en train de brider gentiment leur IA pour que tout le monde en fait suive gentiment le mouvement, parce qu'on voit les Josiane et les Denis ont commencé à prendre peur, les gens de l'Assemblée nationale là ils n'en peuvent plus, c'est la perte de l'humain, enfin ils comprennent rien. Donc en fait on peut pas nous donner
la pleine puissance de l'IA. Parce que quand je vois aujourd'hui que je galère à faire des trucs que je galérais pas sur GPT 3.5. Oui. Je veux faire un bout de code maintenant avec 4, je comprends rien, tu vois. Donc je pense qu'ils ont du mal un petit peu à le mettre en œuvre. Il y avait Gemini aussi, l'ancien Google Bard. Ouais, Google Bard, qui quand tu lui demandais des images de Napoléon, il sortait Napoléon un peu trop bronzé. Et ils ont été obligés de le couper à la va-vite parce qu'en fait ils arrivent encore pas, je pense, à en faire un truc woke, mais qui tienne la route. C'est ça. Donc là, je pense que l'IA, oui, évidemment, faut utiliser ChatGPT au quotidien, c'est évident, mais on va attendre un petit peu de temps avant de réavoir un truc très sympa. En effet, c'est une analyse assez juste parce que même mes élèves que je forme aussi à l'IA me disent bah là en ce moment il est feignant, il veut pas finir les phrases, il refuse de me produire un truc et tout. Et je pense que tu as raison, ils sont en train de brider ça parce qu'en fait ils veulent pas voir que c'est méga woke, mais la vérité c'est que c'est ultra woke. Toutes les IA aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, etc. Mistral, j'ai pas essayé, mais bon ils viennent de signer un deal avec Microsoft, donc de toute façon voilà, je pense que c'est mort. Donc c'est méga woke, mais là c'est cramé. Donc du coup ils reviennent un petit peu en arrière et c'est extrêmement bridé. D'ailleurs il y a une loi qui était passée là en Europe sur le contrôle des IA, faudrait en revenir. Bon, effectivement, je pense que tu as raison, on est sur une phase de stabilisation qui risque d'être un peu longue, parce que les gens ont peur, ils veulent à la fois avoir du contrôle, à la fois on sait pas trop où on va. Donc effectivement, on est sur une phase, sur un plateau, je pense, qui peut un peu durer avant qu'il y ait une nouvelle percée, peut-être un événement clé qui éveille les consciences ou qui va nous faire accélérer, je ne sais pas. Mais on est sur cette phase-là de plateau, je pense. Je te donne un exemple sur Midjourney et même sur DALL-E. Donc, c'est des outils pour faire des images. Quand j'utilisais il y a 6 mois, même un peu plus de 6 mois, souvent j'aimais bien imager ce que les gens de qui je me moque, mais je me moque aussi de moi-même, comme des personnes en surpoids, voire obèses. Tu vois. Et du coup, ça fait sourire, c'est marrant. Et ben aujourd'hui, je galère à faire les images que j'arrivais à produire il y a 6 à 8 mois, alors que l'outil est devenu meilleur. Oui. Ouais, ça en dit long. Et d'ailleurs, tu as vu, ils ont une nouvelle fonctionnalité où tu peux avoir la permanence des visages que tu fais maintenant. J'ai pensé à toi. J'ai pas testé encore. Okay, ouais. Et je voudrais me créer un personnage. Josiane et Denis. Ouais. C'est ultra bien fait quand même. Ah, t'as essayé? J'ai vu les tutos, j'ai vu, mais j'ai pas fait moi-même. Mais j'ai vu des exemples. Mais c'est triste parce qu'au final, tu te dis, à chaque fois qu'il y a une percée, exactement comme dans le domaine de la blockchain et de la crypto, on se dit, ça y est, en fait, on va redonner du pouvoir à tout à chacun, au peuple, et ça a bénéficié à tout le monde. Et en fait, à chaque fois, on retombe dans le même piège, tout comme Internet également. On se dit, ça y est, on va pouvoir être libre encore plus et tout. Non, en fait, tout est méga concentré, tout est méga politisé, et derrière, c'est pour servir une idéologie qui est souvent une idéologie qui est gouvernée, qui est donnée par les États, par le privé, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Internet a été énormément restreint en termes de liberté. D'ailleurs, on n'a pas parlé en introduction, mais il y a une nouvelle loi maintenant contre, encore une fois, c'est toujours le fameux racisme, qui condamnerait les gens par rapport à leurs conversations privées. Oui. Toi et moi, Fabien, on a bu un coup, on dit des conneries sur WhatsApp, le lendemain, on va en garde à vue. C'est ça. C'est quand même formidable. C'était pas ça, Internet, c'est pas ça le projet. C'est comme le Bitcoin, quand ça a été lancé, je crois, en 2008-2009, par Satoshi. Les mecs, ils ont dit on va redonner du pouvoir au peuple et les gens vont pouvoir s'échanger de la valeur sans passer par l'intermédiaire des banques. Les banques ont dit que nini. Et aujourd'hui, le Bitcoin, donc il y a des ETF qui ont été validés, donc qui permet aux grandes institutions financières d'acheter en masse du Bitcoin et d'avoir des clients qui investissent dans ces ETF là. Et aujourd'hui, maintenant, les premiers détenteurs de Bitcoin, c'est BlackRock. Voilà. Ils sont rentrés dans le game, ils ont tout niqué. Ça fait 15 ans que les mecs ils sont là, ça y est, le Bitcoin, c'est la révolution et tout machin. Bam, BlackRock, premier détenteur de Bitcoin, merci, au revoir. Ciao. En fait, ils pouvaient pas lancer le truc tant qu'ils sont pas dedans. Et en fait, je pense qu'ils ont essayé d'éclater le truc, mais ils se sont rendus compte que c'est trop difficile à éclater. Donc si c'est pas éclaté, attends, on va le prendre. Et donc en fait, ils ont c'est ça, ils ont le pouvoir avec la dominance du nombre de Bitcoin. Et donc ils ont en fait un pouvoir sur le cours du Bitcoin, sur sa circulation. Mais tu sais, à un niveau différent, parce que bon, tout le monde ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'est le Bitcoin, la blockchain et tout. Mais tu prends YouTube. Moi, YouTube, il y a 10 ans, je me dis putain, mais ça va être vraiment l'ouverture à la liberté. C'est-à-dire que les gens, n'importe qui peut créer son média comme nous on fait. T'ouvres ta caméra, ton micro et boum, c'est parti. Alors oui, il y a eu de ça, mais aujourd'hui, la vérité, c'est que on peut pas tout dire. Non, tu vois, on se retient parfois de dire des choses pour pas que ça parte dans tous les sens et même qu'on se fasse bannir. On est obligé de faire attention. Donc, sur un organe qui était soi-disant amené beaucoup plus de liberté,
l'État est arrivé, enfin les États sont arrivés, et ils ont dit, attends, ça il y a le droit, ça il y a pas le droit, et ils vont même, il y a déjà eu des vidéos qui ont été retirées sur demande gouvernementale, sans passer par la justice. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avant, quand même, il y avait la justice qui venait, il fallait qu'il y ait un juge qui dise, vous devez retirer cette vidéo. Maintenant, non, c'est bon. Décision gouvernementale, YouTube il se prend pas la tête. Bon bah oui, ok, on enlève. C'est vrai, c'est fou. Mais on peut le faire à retardement après. On peut faire effectivement saisir la justice et tout, mais on est sur un processus beaucoup plus long et le mal est fait. C'est-à-dire, je pense à certains YouTubeurs, créateurs de contenu ou artistes qui ont été victimes d'un bad buzz ou d'une vendetta, tu vois, qui est parfois souvent injustifiée et on le découvre malheureusement plusieurs mois, plusieurs années plus tard, mais ils ont été comme on dit, cancel. Le mal est fait, ils n'existent plus. Ils ont plus de sponsors, plus de visibilité, plus de business. Et pourtant, en fait, ils étaient innocents de ce dont on les accusait. Ouais, c'est ouf. Donc ça donne, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Hein. Bah, en fait, c'est simplement de comprendre que nous ne sommes absolument pas dans un pays de liberté d'expression. Oui. Et que pour moi, on l'est de moins en moins. De toute façon, toutes les lois qui sont votées aujourd'hui, c'est pour restreindre la liberté d'expression. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on va nous vendre. On va pas vous dire, les gars, en fait, faut que vous parliez comme nous. Non, c'est pour protéger certaines minorités parce qu'il y a des gens qui se comportent mal et on veut protéger certaines personnes. Non, en fait, là, c'est le racisme qui est à bon dos. Hein. Oui. C'est le mot magique. Tu n'es pas d'accord. Enfin, il y a deux mots. Enfin, c'est un triptyque. Généralement, quand tu mets le doigt, c'est tout. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit ça dans un podcast, c'est racisme, antisémite, t'es LGBT-ophobe, bref, la totale misogyne. Donc à partir du moment où tu dévis très légèrement, où tu commences à te poser des questions. Tout ça pour un humoriste dont on ne pourra pas le dire le nom, hein, c'est Voldemort. On va l'appeler Voldemort. Et en fait, du coup, on vient fouiller dans nos conversations privées. Donc déjà, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à nos conversations privées. Alors il y a une loi qui est passée il y a pas longtemps pour alors c'est pour des criminels hein, qui risquent plus de 10 ans de prison pour je sais plus quel truc. Là on a le droit d'aller de pirater leur téléphone pour aller voir les conversations. Okay. Donc on sait toujours un peu. Mais pour le commun des mortels, voilà. ça viendra. De toute façon on va là-dessus. Oui bien sûr. Et le pire pour moi, on va tellement dessus que ça a été écrit dans des bouquins de science-fiction et d'anticipation. On pense évidemment à 1984. Ouais. Ce bouquin qui a été écrit, en fait, inconsciemment, l'humanité de son va vers ça. Oui, bien sûr. Petit à petit, et on l'a vu avec l'année 2020, tout ce qui s'est passé. Là, on a un temps mort, mais dans les années 2030, 2040, 2050. Mais là, 90-95%, on est quasiment déjà dedans. Hein. Tout ce qui a été écrit par George Orwell. Pas encore. Il y a des petits trucs, mais faut faire attention. Mais 84, c'est quand même un peu violent. Je sais pas, dans 84, le mec, il met une poussière sur son livre. Parce que s'il met un cheveu, c'est trop grillé. Tu vois, s'il est espionné, donc il met une poussière, savoir s'il y a un mec qui est rentré chez lui pour voir s'il a un journal intime, tu vois. Ouais, mais c'est la même chose avec WhatsApp. Qui te dit comment tu peux vérifier qu'on regarde ton WhatsApp ou ta messagerie sur Facebook, parce qu'on peut le faire. Oui, alors c'est pas légal encore aujourd'hui. Mais c'est fait, évidemment. Mais c'est le film, comment il s'appelle tu sais, en fait, il a dénoncé le fait que les Américains, notamment la CIA, en fait, se connecter sur tous les téléphones du monde pour aller voir ce qui se passe, tu vois, en France et tout. Et en fait, ils pirataient les trucs des gouvernements français, africains, tout le monde. Ça dit rien, ça? Le film, c'est pas Snowden. Ah ouais, Snowden. Ah ça. Oui. Comment il s'appelle le gars déjà? Snowden, ouais. Non, c'est Snowden. Ouais, Snowden, ouais. C'est ça? Oui. Ah, je sais plus. Bref. Et donc, en fait, ils ont la capacité technologique aujourd'hui de le faire. Oui, bien sûr. C'est évident. Donc, voilà. Bon. Ça, c'était la minute complotiste. Oui. On s'arrêtera là. Mais qui peut complotiste, d'ailleurs. Oui. Deuxième métier, consultant en marketing digital. Ok. Qu'est-ce que tu as une petite question? Oui, la question de ChatGPT, je te l'ai lu en même temps, mais je fais bon. Le marketing digital, c'est l'art de vendre du rêve ou une vraie compétence rare dans un océan de charlatans? Ça rime en plus, un petit océan de charlatans. Je pense que être compétent en marketing est hyper important, puisqu'effectivement, avoir un super produit, c'est vraiment la base, mais effectivement, si tu n'es pas visible et si tu n'arrives pas à toucher tes prospects et tes clients de cœur, ça sert à rien. Maintenant, je crois qu'on a plutôt l'effet inverse, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marketing pour beaucoup de produits de merde. Oui. C'est ça le problème. Oui. Donc, je pense que
on peut se lancer, on doit se lancer parce qu'il faut maîtriser les outils marketing aujourd'hui à l'ère du digital, d'internet, etc., de l'IA et tout. C'est une compétence clé, ça il est évident parce que on forme nous sur cette compétence également. Mais ça doit toujours être au service de quelque chose qui apporte de la valeur sur le marché et par extension de la valeur aux gens. Et souvent, quand j'ai des personnes qui s'intéressent, qui veulent se lancer dans le business et tout, il y en a des personnes qui disent ouais mais j'ai du mal à faire des ventes, j'ai utilisé toutes les stratégies, j'ai un tunnel de vente, je fais des conférences en ligne, je publie sur les réseaux sociaux. Ça va pas parce que l'offre n'est pas bonne. L'offre n'est pas bonne. L'offre n'est pas bonne et le produit derrière n'apporte pas de satisfaction. Donc, le marketing pour le marketing a des grandes limites. Et la limite, c'est la qualité de ce que tu proposes sur le marché, tout simplement. Mais alors, selon toi, est-ce par exemple, là, tu es salarié aujourd'hui. Ouais. Tu te dis, tiens, je deviens consultant marketing. Je vais voir Josiane, coach pour femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas 100% convaincu lorsqu'on reste généraliste. Je pense que si, effectivement, aujourd'hui, vous êtes salarié et que, je donne vraiment un exemple. Vous êtes dans un milieu où vous êtes en compagnie de thérapeutes, d'hypnothérapeutes, etc. et que vous connaissez très bien ce marché-là, bah là, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que j'aiderais pas les thérapeutes ou les hypnothérapeutes à se développer sur Internet? Parce que je remarque que c'est des gens qui apportent beaucoup de valeur à leurs patients ou à leurs clients, mais c'est des grosses brêles en marketing. Ils savent rien faire, ils ont un site complètement éclaté et ils galèrent. Voilà, ils donnent des séances de 10 fois par jour, mais ils sont au bout du bout. Ils ont besoin de digitaliser pour pouvoir reprendre du temps et faire un peu d'argent. Bah là, je dirais que c'est une bonne idée, effectivement, parce que ça aide une frange précise de la population qui apporte de la valeur à une autre partie de la population. Et donc, je pense que les compétences peuvent être mises au service de ça. Ouais. Et par contre, si tu veux aider tout le monde avec du marketing généraliste, accompagner on ne sait pas qui, je ne sais pas quoi, c'est un peu un fourre-tout inutile. Oui. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que je pense que si tu es vraiment bon, oui, il y a beaucoup de débouchés, mais il faut vraiment être bon. Le problème, c'est que je pense que la plupart des gens, en fait, même qui font du marketing, si tu n'as pas l'expérience vraiment du marketing sur Internet, si tu n'as pas géré toi-même tes pubs à un moment donné dans ta vie, quand tu mets 100 balles et que tu dois te dire qu'à la fin, il faut que tu récupères tes 100 balles, pour moi, tu n'es pas un bon marketeur. Il faut commencer par ça. Et je m'en souviens, moi, je bossais au marketing quand j'étais salarié. Bon, j'étais jeune, hein, c'était il y a plus de 10 ans, mais je bossais dans une grosse boîte au service marketing et tu crois que tu es marketeur. Mais non. Même ma directrice marketing, qui a fait tous les grands groupes, non, elle est pas non. C'est pas ce que c'est, quoi. Et d'ailleurs, je me souviens quand je suis devenu entrepreneur et j'ai dû gérer moi-même, tu vois, mon marketing, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? C'est nul. Quand tu es confronté toi-même à vendre tes propres produits, ta propre offre, que tu mets 1 euro dans la machine et que tu dois te démerder pour en sortir plus d'un, tu fais ah ouais, tiens, mais c'est pas trop ce qu'on m'avait dit. Moi, on me prend toujours l'exemple d'Apple, de chez Renault, tout ça. Non. Quand tu es bon en marketing, tu peux créer une offre, à condition d'avoir les compétences pour. Mais donc, consultant marketing, oui, je pense que tu peux gagner même beaucoup d'argent. Par exemple, tu sais faire un tunnel de vente webinaire ou VSL. Tu sais faire ça à une personne qui a un talent, par exemple à un coach, je sais pas, peu importe, coach pour femmes, je me moque un petit peu des coachs pour femmes parce qu'en fait toutes les femmes sont coachs pour femmes. Donc mesdames, essayez de faire autre chose parce que vous concurrencez toutes. Donc essayez d'amener quelque chose de différent et que là tu as par exemple une coach pour femmes qui a un truc de différent. Et là tu mets un bon marketeur avec qui maîtrise tout le rouage du webinaire, de l'offre irrésistible, de la vente, toutes les relances, même du closing. Là oui, gars, tu peux gagner de l'argent. Oui. Mais si t'es pas excellent en marketing, ne fais pas ce métier. Je suis d'accord, c'est un bon rappel à la réalité. Tu sais, c'est parce que la plupart des gens, ils font des études de communication ou de marketing dans des écoles et ils écoutent des médias et des hommes politiques parler, gérer des budgets. Mais en fait, pour eux, tout ça, c'est de l'argent magique ou de l'argent de grands groupes, comme tu l'as dit avec Apple, etc. Je crois que toute personne qui veut travailler dans le business et le business en ligne devrait faire un stage chez des commerçants, tout simplement. Ouais. Moi, mes parents étaient commerçants. Tout à fait. Et là, tu comprends comment fonctionne l'argent, tu comprends comment fonctionne la vente, tu comprends comment fonctionne la gestion et tu vas arrêter de t'inventer le produit marketing parce que si on maîtrise pas ce fondamental qui est le commerce et pourquoi pas faire un stage chez les commerçants, et ça sert à rien parce qu'on n'aura pas compris les grandes lois du marketing. Totalement. Donc pour les étudiants qui nous écoutent, quand votre prof il vous sort toutes les explications de chez Apple, machin et tout, franchement, c'est marrant. Moi quand j'étais étudiant, j'aimais bien, mais pas mentir, ça ne sert strictement à rien. Non. Réétudier le positionnement marketing de Renault.
On parle d'un niveau, en fait, déjà, Renault, ils sont déjà installés sur le marché depuis des années, ou même Apple. Donc, un repositionnement de marketing, oui, ça peut... voilà, c'est un grand fourre-tout, mais nous, à notre niveau, non, on s'en fout. C'est comme là, je sais pas si t'as vu, mais Decathlon a fait un rebranding énorme. J'ai pas vu, non. Ils ont inventé un nouveau logo, changé leur couleur. Okay. Ils sont passés sur un bleu un peu plus foncé, un peu plus violacé. Okay. Je trouve personnellement que c'est dégueulasse. Et ils ont réopéré aussi, ils ont viré plein de marques. Alors peut-être que le portefeuille de marques était un peu trop développé en effet. Mais ok, je le vois. Ouais. On l'affichera à la... on l'affichera et très mal reçu. Et je pense que c'était pas un combat à mener. Très mal reçu. Ouais, par la plupart des gens. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, et puis même la promesse, enfin la signature plutôt, la baseline, c'est ready to play, je crois, un truc comme ça. Ouais, ok. Oui, bah là, ce qu'on peut comprendre, moi, j'aime bien décortiquer ce genre de choses parce que déjà, on voit leur logo, on voit la montagne. Donc, ils veulent se recentrer sur ce type de sport. Et en effet, ils suppriment leur marque pour faire de Decathlon la marque, pour faire comme Adidas ou Nike, essayer de vraiment... parce qu'avant, je me souviens, ils avaient, il y a peut-être une trentaine d'années, ça, ou une vingtaine d'années, tu sais, ils avaient fait des marques par... ils ont toujours ça, hein, par univers. Et ils avaient notamment, je crois, Kipsta dans le foot. Ils avaient même réussi à avoir Kipsta sur le maillot de Lille, tu vois, c'était le sponsor officiel de Lille, donc c'était un bustier, quoi, la marque Decathlon. Parce qu'à l'époque, Decathlon, non, c'est comme disait Leclerc. Tu vas pas avoir Leclerc sur ton maillot, quoi, en tant que sponsor. Donc je pense que leur rebranding, il est là-dessus. Oui, j'entends bien, sauf qu'on dirait un logo reformaté de ASICS. Et c'est vrai. Le bleu, je trouve c'est dommage de le perdre. Et puis ready to play. Oui, en fait, si tu veux, ça fait partie de cet aspect marketing qui moi me plaît beaucoup moins. C'est-à-dire, tu sais, on arrive sur une sorte d'uniformisation des marques géantes qui consiste à plaire et à parler au maximum de personnes, mais en fait, tout se ressemble. Du coup, ready to play, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois. Ça pourrait être aussi Starbucks, pourquoi pas. Ça pourrait être Apple, pourquoi pas. Tu vois, c'est ces méga marques mondialisées qui ressemblent plus à rien et on perd ce truc-là. Donc c'est encore petit point boomer réac, ça c'est fait. Non mais c'est juste question. C'est juste, et puis en plus surtout, j'en profite pour balancer cette petite info, qui est une information qui n'est pas un avis. Votre logo, nous n'en avons rien à foutre. Ne passez pas de temps sur votre logo, sur la couleur ou autre. Passez du temps sur votre offre et sur le fait de la livrer, et vous verrez que ça marchera très bien. Oui, parce qu'on n'est pas Decathlon, on fait pas partie des grosses entreprises. Voilà, on n'est pas Spotify, on n'est pas tout ça. On pourra faire un logo, oui, quand on aura une image ou autre. Et encore, juste pour ça, c'est pas dit que ça marche mieux qu'avant. Hein. C'est pas dit que ce soit un succès. Oui. Juste pour dire. Oui, bien sûr. Prochain métier, copywriter. Yep. Rédacteur web. Oui. 2 points, la question. Copywriting. Génie créatif sous-estimé ou juste quelqu'un qui sait utiliser un dictionnaire des synonymes? Il t'a bien singé le ChatGPT, je trouve, sur les questions. Ouais. Alors, il y a eu pareil, je suis d'accord avec toi sur tout à l'heure, l'élan des IA, ça y est, tout le monde va être remplacé, etc. Je pense que les IA peuvent remplacer les copywriters moyens, jusqu'à moyen plus, presque bon. Mais après, je crois que quand tu es vraiment très très bon copywriting, ce sera jamais mieux que ce que tu fais. Après, on surestime le copywriting dans, tu vois, on parle pas d'un travail d'auteur là. Ouais. On n'est pas en train d'écrire un roman, on n'est pas en train d'écrire de la poésie, etc. On est sur du basique. Et lorsqu'on fait du copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre, qu'on envoie des emails, qu'on écrit sur les réseaux sociaux, il faut être compris par le plus de monde et rentrer directement dans les émotions, la provocation ou accrocher les gens. Et généralement, on accroche des gens avec des exemples, avec des histoires, avec des choses simples. Le copywriting, pour moi, quand je le vois aujourd'hui dans le business en ligne, en tout cas dans le business, doit être simple car il doit parler à tout le monde. Et quand tu vois le Jaja, tu vois, qui cartonne. Donc ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que si tu veux être compris, reste simple et accroche les gens. Ouais. Je le vois d'ailleurs sur certains posts LinkedIn qui marchent le mieux dans ce que je fais ou dans les vidéos que je poste. C'est souvent les accroches très simples, universelles, etc. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un peu d'argent, effectivement, un peu de complément de revenu lorsqu'on maîtrise vraiment les leviers marketing du copywriting et de savoir écrire pour vendre. Parce que il y a écrire pour parler, mais il y a écrire pour convertir aussi. Et dans ce cas-là, si vous êtes des personnes qui vous intéressez de près à se écrire pour vendre, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Après, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de freelance. Donc, Et toi, mon cher Fabien, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le copywriting, ça a toujours été surcoté et
presque inutile, dans le sens où il fallait être les premiers à la rigueur. Toi, les premiers infopreneurs compris des copywriters, je pense que là, oui, il y avait quelque chose parce que il y a eu cette époque où l'écriture, c'était extrêmement important. Envoyer des emails tous les jours de qualité, c'était important et ça faisait vendre. Après, tout le monde s'y est un petit peu mis, dis-nous, faut écrire des emails, donc tout le monde écrit des emails. Et pour moi, surtout à notre époque, ce qui fait la différence dans notre métier, c'est notre personal branding et on doit dire qui on est et on doit le vivre. Pour moi, j'ai jamais cru, par exemple, au contenu préparé à l'avance. C'est-à-dire, j'écris 15 posts et puis, tu vois, je les planifie pour toute la semaine. À une époque, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, en fait, il faut que tu aies une connexion émotionnelle. Il faut que toi, ça te sorte des tripes et à un moment, boum, tu as envie de lancer un message. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Alors, il y a évidemment des situations différentes. Je pense que tu peux être copywriter sur LinkedIn pour des métiers bien précis, tu vois, qui ont besoin, en fait, de donner des choses factuelles. Je pense pas à un avocat, tu vois, il va faire appel à un copywriter. Il n'y a pas besoin d'avoir une attache émotionnelle. Juste, les posts vont être vus, tu vois, ça va être poussé. Ceux qui font aussi des carousels, tu vois, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Ça, je pense qu'il peut y avoir un débouché. Il y a un vrai marché sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'avocats qui ont des copywriters. Ouais. Et d'autres métiers aussi parce qu'ils disent il faut être sur LinkedIn, il faut investir dans ce réseau de gros boomers d'ailleurs. Et ça c'est un vrai truc, il y a un vrai métier. Je pense que là-dessus d'ailleurs il s'appelle pas copywriter, il s'appelle comment il s'appelle? Tu veux dire un mot qui va nous c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'ils disent ça. Ils disent pas ça? Ou il y a un synonyme de ce mot-là? Je ne dirais pas ce mot. Non, on peut pas le dire. Mais il y a un synonyme. Voldemort. Et en fait, ils disent pas qu'ils sont copywriters. C'est un peu plus stylé, ils disent un autre truc. Okay. Donc là, je pense qu'il peut y avoir un débouché. Par contre, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut maîtriser LinkedIn, maîtriser les codes de LinkedIn. Oui. Et honnêtement, c'est quand même pas si simple que ça. D'ailleurs, on voit ceux qui marchent sur LinkedIn ne marchent pas tellement ailleurs, tu vois, et vice versa. C'est vraiment un réseau de boomers où il faut comprendre les codes. Donc, si aujourd'hui vous voulez lancer le copywriting, dire sur LinkedIn il y a un marché, mais que vous maîtrisez pas déjà les codes du copywriting, que vous allez l'apprendre peut-être avec un formateur, mais bon, c'est aussi pas mal de branlette, le copywriting. À un moment, c'est fait passer des idées, des émotions, touche le cœur des gens. Tu peux en effet avoir quelques. Il existe des méthodes. Des méthodes, mais bon, bref. Les méthodes. Oui, mais pour moi, à notre époque, la meilleure méthode, déjà, c'est l'accroche, c'est le hook et l'histoire à raconter. Après, tu peux glisser quelques petits trucs, évidemment, mais bon, pour moi, c'est largement surcoté cette compétence. Il y a un truc, toi, tu as un angle mort que tu ne vois pas, et c'est que tu es quand même assez bon. L'épine dans le pied ? Oui, une épine dans le pied. C'est que tu es quand même très compétent dans ce que tu fais et tu es bon dans ce que tu fais. C'est gentil, ça. Non, mais c'est vrai. Arrête, je vais rougir. Et il y a quand même des méthodologies d'écriture, il y a quand même des choses pour m'être intéressé un petit peu à ça. Il y a des grandes structures là-dessus. Et je pense que ça peut aider, rassurer des personnes qui débutent dans le sujet, qui connaissent vraiment rien, qui partent de zéro. C'est structurant, c'est important. Passer un certain seuil et un certain niveau, oui, c'est vrai que voilà, moi parfois je suis démarché, je teste un peu des personnes qui disent tiens, je peux t'écrire des emails, etc. J'ai fait une fois ou deux, globalement c'est beaucoup moins bien que ce que je sais faire. Et là où je te rejoins à 100%, c'est quand tu dis que ça doit être simplement la traduction de notre personnalité, de se connecter émotionnellement au moment pour créer un super bon post. Mes bons posts, mes meilleures vidéos, c'est pareil, vidéos, posts, écriture, qui ont le mieux marché, c'est ceux où dans l'instant présent, j'étais ultra connecté au truc et je me dis j'ai envie d'écrire ça, là il faut vraiment que je me lâche là-dessus, que je fasse un truc, que je produise quelque chose. Et généralement, je sais pas si certains diront c'est l'univers, c'est l'intention qu'on donne, mais effectivement ce qui se passe c'est que les résultats sont bien meilleurs. Évidemment. Que d'être à froid et préparer des trucs et tout, parce qu'il faut faire la méthode XPO carré, copywriting secret. Non. Ouais. Mais le premier truc du copywriting, c'est de connaître son audience. Et savoir ce qu'elle veut. C'est ce que font les politiques. Les politiques, en fait, ils disent exactement ce que veulent entendre leur audience pour qu'il vote pour eux. Donc, toi, en fait, tu connais ton audience, tu fais ton métier depuis longtemps, tu sais ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, tu as l'expérience, donc ça fonctionne. Pour moi, un copywriter, je dis pas que ça sert à rien, mais en tout cas, je dis qu'aujourd'hui, se lancer dans une formation de copywriting pour devenir copywriter, c'est pas la meilleure débouchée. Non. Moi, j'avais pris une copywriteuse il y a 2 ans, qui a écrit pour nous. Bon, en fait, elle écrivait moins bien que moi et moins bien que ma femme, mais en fait, Mélie voulait pas écrire tout ça. Donc, en fait, on avait pris quelqu'un pour le faire à sa place. En fait, tu te retrouves à payer quelqu'un pour faire le contenu à ta place, mais généralement, les copywriters, ils veulent beaucoup d'argent.
parce qu'il dit oui, moi j'écris pour vendre. Tu vois, c'est vraiment le truc. Tu vois, et donc je crois que le mail nous coûtait 250 €, je crois. Ouais. On y pensait il y a quelques jours parce qu'on avait une newsletter, tu vois, plutôt bien faite. Ça faisait 1000 balles de budget mensuel uniquement pour les newsletters, tu vois. Et que, évidemment, tu te retrouvais pas, tu faisais pas 1000 balles de vente. Non. Donc, on va dire, c'est un peu comme Coca fait une pub sur un 4x3 à la télé. Tu vas dire, ouais, ok, c'est pour l'image, le long terme et tout. Mais encore une fois, on n'est pas Apple, on n'est pas Decathlon ou autre. Donc, soyons, pour nous, soyons rentables, si ce n'est à court terme, au moins à moyen terme, tu vois. Mais l'image à long terme, j'y crois pas. Et cette copywriteuse a fini forgeronne. Voilà, terminé, fin du métier, et forge. C'est un sketch. Voilà. De toute façon, il y a une correction, on en parlait, une correction dans tous ces métiers. Là. Une correction, c'est-à-dire que c'est un peu comme les cryptos, ça monte, puis à un moment donné, il y a la réalité du marché qui rattrape tout ça. Bim. Et là, je pense que tous les freelances prennent très cher aujourd'hui. Hein. Oui. Si t'es copywriter, monteur vidéo. Alors monteur vidéo, là, je pense qu'on est sur comme le crash du Bitcoin il y a 2 ans. J'étais approché tous les jours par des personnes qui me proposaient de monter mes vidéos YouTube pour 400 €, 500 € la vidéo YouTube. Ouais. Là, je n'ai pas une journée qui se passe sans une proposition. Et on est plutôt autour de 10 € la minute montée, donc 100 balles, 4 fois moins, et c'est en train de descendre. Ouais. Donc pareil pour le copywriting, pareil pour tout ça, il faut faire attention. Mais de toute façon, je sais plus si on avait parlé dans un podcast, je sais plus ce qu'on dit en privé ou autre, mais ça aussi on l'avait vu venir depuis longtemps. La correction, elle est phénoménale. Il faut arrêter de débarquer, d'être assistante, 50 € de l'heure, monteur vidéo, 400 balles une vidéo YouTube. Les gars, mais qu'est-ce que tu racontes? Si vous pensez sincèrement, et là, je sais même pas, c'est même pas en plus un commentaire que je vais faire pour dénigrer, pour me moquer, etc. Je le dis vraiment pour essayer d'avertir le plus de personnes. Si vous pensez vraiment dans les formations qu'on vous vend pour devenir, par exemple, assistant, pour moi, ça c'est vraiment le truc où ça s'approche vraiment du scam par rapport à la promesse qui est faite. Oui, vous pouvez devenir assistante, c'est vrai, pour des infopreneurs ou pour des marques, mais jamais de la vie vous serez payé 45 ou 50 € de l'heure. Ouais. Et les personnes qui vous disent que c'est le montant que vous valez vous mentent ou aimeraient que ce soit le cas. Ils essayent en répétant de modifier le marché, mais jamais de la vie je paierai ce montant-là pour une assistante, parce que c'est pas que je dénigre le travail, c'est que la valeur ajoutée n'y est pas. Notre valeur ajoutée, c'est la création de contenu, c'est le marketing, c'est la création de formation, c'est notre vision du monde et notre expérience de plus de 10 ans, 15 ans et 18 ans maintenant. Quelqu'un qui trie les mails et trie les factures ne peut pas prétendre à 40 € de l'heure. C'est mathématiquement impossible. C'est en termes de marché impossible. Elles nous aident. Et elles sont utiles, ces assistantes ou ces assistants, mais pas à ce niveau-là, le tarif, tout simplement. J'aimerais donner un petit conseil aux freelances qui veulent le devenir. Pour être payé cher, vous devez comprendre ce que ça rapporte à l'entreprise, à l'entrepreneur que vous facturez. Donc c'est pas la peine de dire j'arrive, je vaux 40 € de l'heure, je sais ce que je vaux. Non, c'est qu'est-ce que ça va rapporter concrètement à l'entreprise. Si l'entreprise, tu as une compétence qui est rare et qu'on a besoin, elle va être évidemment prête à payer. Mais si des personnes comme toi, il y en a plein sur le marché, comme des assistantes, il y en a plein, et honnêtement, faire une formation d'assistante, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'apprends à faire quoi? À assister. Non, mais c'est quoi? T'apprends à répondre aux emails. Enfin, si t'as besoin qu'on t'apprenne à répondre à des emails pour envoyer des mots de passe, bon. Ça commence mal. Oui. Après, tu peux faire une formation, c'est toujours bien se former. Mais va voir un petit peu sur Internet, déjà avec tout le contenu gratuit qui est, répondre à un email avec bienveillance, prenant en compte le besoin du client, ça me paraît pas quelque chose de très compliqué. Il y a une énorme différence. Enfin, faire une formation pour devenir assistant, pour moi, c'est un petit peu du domaine de. J'ai un point d'interrogation sur ce concept, parce que effectivement, si tu veux faire une formation pour devenir, on va dire, une compétence traffic manager. Donc, c'est-à-dire être expert dans la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, qui est quand même un métier assez technique et stratégique. J'entends bien. Il faut se former. Évidemment. Pour lancer un business aussi, pour lancer une formation, pour lancer. Mais pour devenir assistante, effectivement, et je connais bien ce métier-là parce que j'en ai eu plein des assistantes qui consistent à être en fait quelqu'un d'organisé, quelqu'un de ponctuel, quelqu'un qui répond sympathiquement, etc. Bon. Je m'interroge. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Je pense déjà c'est un prérequis pour être assistante. Il faut être bien organisé, savoir bien prendre des notes, être bien cadré dans sa tête. Et ça, c'est pas une compétence tu peux l'apprendre,
Mais tu l'as ou tu l'as pas en toi. Prochain, j'aime bien celui-là. Coach de vie ou en développement personnel. Coach de vie, véritable guide spirituel ou juste quelqu'un qui répète des citations de Pinterest. Bon, il y a eu l'explosion du coaching. Il y a une quinzaine d'années en France, on a eu des gros symboles de cette industrie avec des infopreneurs que j'aime bien, que je respecte, qui je fais intervenir aussi dans mes séminaires et je trouve ça très bien. Maintenant, effectivement, on a l'impression que coaching, c'est vraiment tout le monde va devenir coach, tout le monde veut être coach, de coach. Certains pourraient dire ça de nous aussi, qu'on est coach, même si c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Du coup, moi, je pense un truc très simple, c'est pas moi que le pense, c'est que le marché est complètement saturé et qu'aujourd'hui, vous pouvez pas vous lancer en tant que coach de vie, c'est absolument impossible. C'est impossible. La seule façon de percer en tant que coach de vie, en fait, ce serait d'avoir une audience énorme sur les réseaux sociaux, des gens qui sont fans de vous. Et là, vous pouvez simplement dire, voilà, je coach de vie, je sors ce programme-là, et ils vont acheter parce qu'ils vous aiment et vous kiffent. Aujourd'hui, coach de vie, c'est pas assez niché, c'est pas assez spécialisé, ça veut tout et rien dire, et il y en a beaucoup trop, et personne n'a envie, en fait, de ce truc-là. Donc, le coaching, c'est un outil puissant, mais justement, je voulais juste revenir avant de te donner la parole sur un truc qui est, pour moi, je pense que la meilleure façon de réussir aujourd'hui, ça va être d'accumuler des compétences précises et donc ensuite de la proposer à un type de clientèle. Par exemple, si tu es bon coaching, bon copywriting et bon montage vidéo, par exemple, c'est un peu du hasard là que je fais, mais tu peux devenir un bras droit très intéressant pour un entrepreneur dans un domaine précis, parce que tu cumule des compétences qui sont très intéressantes, mais qui elles seules ne sont pas suffisantes pour apporter de la valeur à l'entrepreneur qui en veut pour son argent lorsqu'il paye. Alors que si tu cumules des méga compétences, donc là je vais être plus précis, imagine copywriter, donc tu sais écrire pour vendre, publicitaire, tu sais acheter de la pub, donc traffic manager, et une troisième qui pourrait être mon design, par exemple, bah, tu pourrais faire des tunnels de vente pour des marques ou des entrepreneurs dans un domaine précis. Et là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ouais. Le truc, c'est généralement quand tu cumules ces compétences, tu travailles pour toi-même. Souvent, c'est vrai. Parce que tu arrives à un niveau de compétence que tu sais qu'en fait, tu gagnerais plus d'argent si tu fais pour toi-même. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont faits pour entreprendre à leur compte et d'autres qui sont faits pour entreprendre aux côtés des autres. Oui. Donc ça peut correspondre. Oui, ça peut correspondre. Pas tout le temps, mais je pense que c'est assez rare parce que tu développes aussi ces compétences parce que tu as l'âme d'être entrepreneur. Donc tu veux réussir ton entreprise, donc tu deviens meilleur parce que tu te formes toi-même en permanence, puis tu vis ton truc. Oui. Donc évidemment, il existe des exceptions, mais l'idée du bras droit qui sait tout faire, qui gère et tout, l'intégrateur et compagnie et machin, moi, j'ai la croyance de croire que c'est extrêmement compliqué. Je crois que, pour en avoir eu pas mal, que ça correspond à un certain type de personnes, de profil psychologique, de façon d'être. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de porter 100% de la responsabilité du business et ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans le fait d'accompagner la personne et de diriger et de faire en pratique et en technique ce qui émane de la vision du créateur, du CEO. Maintenant, effectivement, on a fait un peu tout un flanc là-dessus et dans nos métiers, plus particulièrement, donc formateurs, infopreneurs, etc., évidemment. Voilà. Et pour revenir sur le coach de vie, si vous voulez vous lancer là-dedans maintenant, non mais terminé. Et puis le problème, c'est que, comme dans tous les métiers, il y en a qui sont vraiment excellents, qui sont très bons, il y en a une petite poignée. La plupart, quand même, c'est quand même pas foufou. Et tu deviens pas coach de vie parce que dans ta vie, il s'est passé un truc, ton mari t'a quitté. Donc du coup, oui, je veux accompagner les femmes qui ont été blessées par un pervers narcissique. Par le masculin sacré. Ouais, c'est ça, par le masculin toxique. Non, mais en fait, tout le monde fait ça. Ouais. Donc il faut vraiment arrêter le... Déjà, je pense que même si vous voulez devenir coach, arrêtez de vous appeler coach. On est presque là aujourd'hui, hein, c'est pas con. Bah, nous, on a commencé Famille épanouie, donc Amélie, en vrai, elle est coach, enfin, elle est coach. En fait, non, elle est pas... Un vrai coach, c'est quelqu'un qui s'est posé des bonnes questions. Donc c'est du one-to-one, il s'est posé une bonne question. On confond avec coach sportif qui te dit quoi faire, tu vois. Mais un vrai coach, c'est ça. Et déjà, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que en fait, la plupart des coachs sont des personnes qui n'ont jamais guéri eux-mêmes et qui, en fait, au lieu d'écouter leurs clients, patients, c'est eux qui parlent pour raconter leurs histoires et ils font une projection d'eux-mêmes sur l'autre. Un vrai coach, pour en avoir déjà rencontré, c'est des gens qui vivent ça, qui sont excellents là-dedans et qui savent vraiment te poser les bonnes questions et t'amener justement
à la chose qu'ils ont déjà réussi eux-mêmes à identifier qui était bonne pour toi. Donc ça veut dire qu'ils te connaissent suffisamment et ils t'amènent petit à petit à te poser les bonnes questions pour arriver à ce que eux pensent bon pour toi. Et il n'y a pas grand monde, honnêtement, qui sait faire ça. C'est un travail qui est beaucoup plus analytique que émotionnel, alors qu'on pourrait croire que c'est dans l'émotion. Non. Il y a vraiment une logique derrière. Et je vais me faire encore des amis avec les femmes. Je pense que c'est un métier pour hommes. Tu vois. Parce qu'en fait, quand t'es coach, tu dois réussir à mettre ton côté émotionnel de côté et rester dans l'analytique comme un mec qui fait des pubs. Il fait des pubs sur le Traffic Manager. C'est logique. Pour moi, un coach, il doit être pareil dans la logique. Et de toute façon, les meilleurs coachs qu'on connaît au monde, c'est qui? Tony Robbins. Oui. En tout cas, qui sont non, il y a comment elle s'appelle, elle a un business énorme. Brooke Castillo. Brooke Castillo, qui est une femme. Okay. Et elle a un business sur le coaching énorme. Je crois qu'elle fait 50 millions de dollars par an. Ouais. Et elle est très bonne coach aussi. Très bonne coach. Donc là, je pense que tu t'es mis à dos toutes les femmes, toutes les associations de coachs femmes de France et de Navarre. Donc je me fais un peu l'avocat du diable en disant que Castillo, allez, ça envoie du lourd. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi avec la définition du coaching. En effet, c'est tout à fait ça. Et pour avoir moi-même été coaché et pour voir aussi, observer le marché du coaching, il y a beaucoup de coachs qui sont soit pas coachs, soit de mauvais coachs. Ouais. Et en effet, c'est vraiment la voie. Mais c'est fini, ça. C'est pas suffisant. Maîtriser le coaching. Ouais. J'utilise des clés du coaching dans mes accompagnements en mentoring de business, un petit peu. Ça est là, mais encore une fois, c'est une compétence qu'il faut connaître et maîtriser, mais vous ne vivrez pas aujourd'hui du coaching de vie, c'est mort. Ouais. À moins d'avoir, encore une fois, condition sine qua non, qui est une méga audience sur les réseaux, vous êtes connu, et ça vous suffit à vendre du coaching, mais sinon c'est mort. Ouais. Et pas assez niché, pas assez positionné, pas assez différencié. Et justement, nous, quand avec Famille Épanouie, on accompagne les parents, à un moment, j'avais mis Amélie était coach, parce que, en fait, j'ai vite viré ce truc. En fait, non, en fait, on n'a pas besoin de dire ce qu'on est. Si on est capable de délivrer du bon contenu, les gens nous suivront. Peu importe le titre qu'on se donne. Et je pense ce qu'il faut retenir cette conversation, mon cher Fabien, c'est que plus que tout aujourd'hui, parce qu'on parlait de marque personnelle, personal branding, on a parlé de Decathlon, de grosses marques et tout, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vivre d'une activité ou d'un complément de revenus, je crois que le nerf de la guerre, c'est d'avoir une audience qualifiée et d'avoir une communauté qui nous suit sur le réseau de votre choix. Oui. Ça peut être LinkedIn, Instagram, YouTube, des podcasts comme on fait, etc. Parce qu'en fait, avoir des gens qui vous suivent, qui vous aiment, qui vous kiffent et qui voudraient être coachés, accompagnés ou acheter vos produits et services, c'est la meilleure soupape de sécurité que vous pouvez avoir, en fait. En fait, t'as sauté. Moi aussi. De toute façon, on fait notre métier, donc on va dire qu'on n'est pas les mieux pour en parler. On n'est pas neutre. On n'est pas neutre, mais on est encore là. On n'a pas disparu. Enfin, j'espère qu'on va pas disparaître dans les prochaines années. Mais pour moi, oui, à partir du moment où tu as une audience, tu vas durer. Bien sûr. Et quand tu as une audience, et si tu n'as pas de produit physique à leur vendre, qu'est-ce que tu vas leur vendre? Du produit numérique. Tu leur vends ton savoir, tes connaissances. Donc, il faut trouver ce que veulent savoir notre audience que nous, on connaît, et simplement leur donner. Et si vous n'avez pas de produit ou service à vendre, vous pouvez aussi louer l'espace, l'écoute auprès de marques et de partenariats. C'est le but du sponsoring. Si vous n'avez pas de produit de service à vendre, vous vendez du temps d'écoute. Oui. Par exemple, les podcasts d'Aaron de Biz, dans un an, on a x10 de vues et d'écoute. Si on n'a pas de produit à vendre, on va dire à tel sponsor, voilà, vous pouvez sponsoriser la chaîne en échange de 20 000 € par an. Et voilà, c'est aussi ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, faut vraiment que les gens se rendent compte, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et qui nous regardent, déjà, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça augmente. Je sais pas si t'as regardé un peu. Ah, ça y est, ça augmente. Ça remonte. On vous aime. Ouais. Bisous. Merci à tous de nous suivre. D'ailleurs, vous avez souvent de très gentils commentaires. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci pour ça. J'ai regardé l'Ornibox, que j'utilise, qui est un outil aussi que tu utilises pour faire des tunnels de vente, vendre sur Internet, etc. Ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité hier, mon cher Fabien. Ils ont sorti un CRM. Oui. Très intéressant, parce que j'ai été voir, et ça c'est vraiment quand même bien foutu, tu peux aller regarder les segments de tes clients et leur lifetime value, c'est-à-dire ce qu'ils t'ont apporté depuis que tu es en business avec eux. Et j'ai été voir sur mes clients les plus fidèles, et j'ai été quand même très étonné de voir de très très gros chiffres sur plusieurs pages de clients qui ont investi chez moi plusieurs dizaines de milliers d'euros avec un record autour de 50 000 €. 50 000 €. Ouais. Et moi, je pense que la personne qui a investi 50 000 € en l'occurrence, elle a reçu pour beaucoup plus et ça a permis de développer son business bien plus. Mais j'ai vu beaucoup de clients à plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Et c'est intéressant de voir ça, de voir quelle est finalement la valeur à laquelle vous contribuez, quelle est la valeur aussi de vos clients. Donc, et tout ça grâce aux communautés, aux réseaux sociaux. J'ai une question pour toi que ChatGPT en mon nom a pour toi.
créer des cours en ligne, c'est partager son savoir ou juste vendre du vent à des gens crédules? Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet que je connais très bien, avec ton gros sourire de coquin. Ça me fait toujours marrer, ça. Pardon, excuse-moi. Et tu vois, j'ai un chagrin à la gorge. Est-ce que tu as escroqué une personne de 50 000 euros? Est-ce que tu peux en répondre de ça devant l'Assemblée nationale, s'il te plaît? Qu'avez-vous fait de ces 50 000 euros, monsieur Ross? J'ai acheté un yacht. On faisait un petit radeau, un bout de yacht, un volant de yacht. Le marché de la formation, il est très intéressant. C'est comme le marché du coaching. Il y a des coachs en carton et il y a des coachs d'excellente qualité. Il y a des formations de très bonne qualité et des formations qui sont franchement dégueulasses. J'ai été, et je le suis toujours, consommateur de formation. Et la plupart du temps, je dirais les 3/4 du temps, comme je sélectionne aussi pas mal, j'ai rarement été déçu d'un programme de formation parce que j'ai toujours eu... L'année avant, ouais. J'ai regardé, j'ai toujours eu ce que je cherchais, voilà. Maintenant, moi-même, je vends des formations depuis très très longtemps et j'y mets un soin tout particulier parce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Je kiffe quand je crée mes cours, quand je raconte des histoires, voilà, quand j'essaie de livrer au mieux ce que je fais, je le fais avec cœur et je pense que je le fais plutôt bien avec passion, etc. Il suffit d'aller voir, vous tapez avis Alexandre Ross sur Google, notamment et sur ma page, très bons avis. Oui, sur ma page avis vérifié et vous verrez l'avis de mes clients et vous ferez vous-même votre opinion ou sur ma page de témoignage sur mon site. Ça veut pas dire que je suis parfait et que mes formations conviennent à 100% des gens. Il y a des gens qui trouveront que ça ne fonctionne pas ou que c'est pas bien, c'est pas bon pour eux, etc. Ceci étant dit, je pense que si on met cœur à l'ouvrage, dans ce cas-là, peut apporter un maximum de valeur aux gens. Et je crois que le fait de se former, même sur des thématiques qu'on pouvait critiquer auparavant, etc., je trouve que c'est une bonne chose à partir du moment où c'est votre besoin du moment. C'est besoin d'apprendre des choses. On gagne un temps fou à se former chez les autres. Et donc, je me suis formé, la première fois que j'ai mis 2 000 € dans une formation en ligne, c'était en 2011, je crois, auprès d'un Américain pour apprendre à faire des lancements justement de produits et tout ça. Et ça m'a apporté beaucoup de valeur. Et je me suis formé beaucoup, je me suis fait coacher aussi beaucoup et je pense que c'est intéressant. Est-ce que tout se vaut? Non. Il y a franchement des accompagnements. Je me souviens même d'un accompagnement en particulier ou deux qui étaient franchement pas top. Pourtant, la personne avait du succès sur le réseau, mais je pense qu'elle n'était pas forcément, cette personne-là, soit investie, soit bonne pédagogue, ou alors ça correspondait pas juste à qui je suis. Parfois, c'est ça aussi, c'est le match de personnalité, on communique pas de la même façon, on n'est pas sensible aux mêmes informations ou à la façon d'être encadré. Ça peut arriver, la personne n'est pas forcément une arnaqueuse. Maintenant, c'est vrai, c'est un fait. Je pense qu'il y a des gens qui se lancent dans ces business-là par pur opportunisme et non pas par la façon de bien faire les choses et d'accompagner les gens et qui vendent de la merde. Bien sûr, évidemment, je pense beaucoup. On avait vu d'ailleurs récemment sous une fausse identité quelqu'un qui lance une formation. Oui, on va en parler. Ah, on va en parler. Là, tout est faux. Tu vois, le mec, il utilise un faux nom. Parlons-en maintenant, tiens. Alors, voilà. Un jour, je me réveille, je prends mon petit café et Fabien m'envoie un petit message parce que, comme aiment bien dire nos femmes, Fabien c'est ma deuxième femme, je suis la deuxième femme de Fabien. Donc on discute, il m'envoie un truc et il m'envoie une publicité d'un programme sur Amazon pour vendre des Kindle grâce à l'IA. Donc en fait tu vends des livres audio mais tu les écris pas et tu les enregistres pas non plus. Tout ça c'est magique, c'est automatique avec un mec qui n'existe pas. Ouais. Alors le truc, comment je te l'ai envoyé, j'étais à pâté. C'est une vidéo pub sur YouTube que je vois pour la deuxième fois. Tu sais, je l'avais vu une fois et moi, généralement, je saute les pubs. Et là, mon cerveau va pour la deuxième fois. Je me dis déjà, c'est-à-dire que si je la vois une deuxième fois, c'est-à-dire que derrière, il y a du budget. Oui. Et que si c'est une vidéo, je sais pas, pour Decathlon, bon, bah, évidemment, ils arrosent en budget. Là, je vois bien que c'est un truc d'infopreneur ou autre. Donc, il y a du budget. Ça veut dire que ça marche. Exactement. Donc, je vais, en faisant des petits clics droits, des petits clics gauche un petit peu partout, j'arrive à retrouver la vidéo d'origine où il y a marqué le nombre de vues. Et là, je vois que la vidéo a été publiée il y a un mois. Et je vois un truc comme 1 million ou 1,2 million de vues. Alors, un petit peu de connaissance du marché. J'estime que le gars, il met entre 30, alors c'est difficile à dire, mais il met entre 30 et 120 000 euros par mois dans cette pub. Pour ceux qui se demandent mais comment est-ce que tu arrives à ces conclusions-là, c'est que nous, on connaît bien le marché puisqu'on fait de la publicité et on connaît les coûts moyens dans ce marché en plus spécialement. Voilà. Moi, pour avoir investi entre 1 et 2 millions d'euros dans la pub et fréquemment mensuellement, et Fabien aussi, on sait que ça vaut. Voilà, ça. À vue de nez, je me suis dit, allez, le gars, il met 100K parce que c'est la niche business. Donc, forcément, on se partage les informations intéressantes. Et c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Et donc, du coup, je te l'envoie. Vas-y, je te laisse raconter la suite de l'histoire. Moi aussi, j'ai ma petite fouine, donc j'ai mes réflexes. Je regarde qui a édité cette vidéo, je regarde quelle est la promesse marketing, j'observe le nom, le prénom, est-ce que je le connais ou pas. Et en fait, on voit très rapidement, et après, en m'inscrivant, que tout est faux. C'est-à-dire que je crois que c'est comment il s'appelle, son alias. On le dit? Non, on le dit pas. Non, on va pas le dire. C'est un. En fait, la faute. Moi, j'étais frappé par l'image. On voit que c'est une IA.
Ouais. Pour avoir fait beaucoup d'images d'IA, j'ai l'œil tout de suite pour voir. Oui. Et il a pris un asiatique. C'est ça. Parce qu'un asiatique, c'est rassurant, voilà, dans la tête des gens, c'est plus rassurant. Il a le côté un petit peu geek, tout gentil, derrière son ordinateur, avec un nom, un prénom français, mais un nom à consonance asiatique. Et je pense que les personnes non formées à l'IA n'auraient pas vu que c'est une IA tout de suite. Non. Et au départ, je me dis soit c'est une vraie photo, mais tu sais, photoshopée avec un style un peu cartoon, etc. Après, quand j'ai vu la montre, j'ai vu que c'était une IA avec les défauts des IA sur les détails. Et donc, fausse identité. Alors pour moi, c'est un énorme red flag, c'est une énorme alerte, un drapeau rouge énorme quand on ne vend pas sous sa vraie identité, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est une évidence absolue. Quand on vend quelque chose sur Internet, on le vend avec sa vraie identité, parce que de toute façon, c'est une obligation légale de savoir qui vous êtes sur les statuts de société ou dans voilà, les gens doivent savoir qui est le vendeur et pouvoir vous contacter et d'avoir vos infos et tout. Donc, alors les infos sont mises en condition générale. Oui, après tu as fouillé, tu as trouvé la vraie personne. Ouais. Parce que tu as fouillé, mais il y a une volonté de tromper. Ah bah évidemment, mais c'est une tromperie. Il y a une volonté de tromper. Mais quand tu cliques après, tu mets ton nom, la vidéo se lance. Alors, je veux pas encore parler de la voix, mais déjà les premières secondes. Bon, déjà j'ai capté que c'était pas du tout une vidéo en direct, mais une vidéo jouée. Mais en fait, le début de la vidéo laisse mettre en place une tromperie en fait. Oui, la tromperie, c'est on est en direct. Ouais. Et puis on attend les derniers qui arrivent et tout. Et là, je vois, c'est sur Webinar Jam, je vois le chiffre monter 419, 418. Et en fait, ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça avec Webinar Jam, mais ce truc est faux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a personne. En fait, t'es tout seul dans ta vidéo, donc on te fait croire qu'il y a d'autres mondes. Ouais. Donc là aussi, il y a tromperie, tu vois. Ouais. Et la voix. Oui, alors la voix. La voix, c'est une voix IA. C'est une voix IA en plus, tu penses, ouais. Okay. Donc tout est fait à base d'IA, et on vend une opportunité qui est pour le coup une grosse arnaque, qui est de vendre des livres audio sur Amazon. Non, des livres PDF aussi. Ouais, du PDF, okay. Je crois. Ok, ils sont écrits par l'IA, ouais. Alors qu'en fait c'est détecté et c'est interdit. Ouais. C'est fou. Donc en fait, on fait penser aux gens, je vais vous apprendre à vendre des livres sans les écrire, à les publier, à gagner de l'argent par magie. Ouais. Malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de gens tombent dans le panneau, et quand tu vois l'offre à la fin, il y a bourré à manger. Pour ça, mais d'ailleurs, c'est marketé pour les femmes. C'est un marché que je connais très bien. En fait, ce qui marche auprès des femmes, c'est en fait ce que veulent les femmes. Faut dire, au lieu d'expliquer pourquoi c'est marketé comme ça, une maman, ce qu'elle veut, c'est pouvoir être chez elle avec ses enfants. Donc, elle est attirée par le fait de rester à la maison et quand même pouvoir gagner de l'argent. Et elle sait qu'elle a très peu de temps pour gérer ça. Voilà, c'est son souhait le plus profond. C'est totalement différent pour un homme. Donc, les marketeurs plus ou moins véreux, ils viennent vers elle et ils leur disent « Attends, reste derrière ton bureau et tu vas voir, tu vas simplement faire des copier-coller et puis tu vas devenir riche. » Mais c'est ce qu'ils leur disent. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu la même chose avec le closing, on n'en a pas encore parlé, mais c'est exactement le même phénomène. Et là-dedans, peut-être qu'il y en a une ou deux personnes qui a réussi, mais la vérité, c'est que 99,9% des gens ne réussiront jamais, même en suivant le plan. Non, mais même, c'est pas viable parce que c'est interdit de publier des livres écrits par l'IA à 100% et de les vendre. C'est rejeté. Ah oui, c'est interdit. C'est rejeté maintenant. Donc en fait, c'est une arnaque. De toute façon, c'est une arnaque. Ouais. Donc, en fait, franchement, le meilleur conseil que je peux donner à une personne, vraiment une maman au foyer qui veut vivre, pour moi, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Tu crées du contenu sur Instagram. Il y a nombre de mamans, de femmes et tout qui ont des abonnés, mais de malades sur les réseaux, qui peuvent monétiser. Même si t'as pas de produit à vendre, tu fais un sponsoring. Ouais. Tu sponsors tes vidéos. Ouais. Moi, ma femme, elle a énormément de sponsoring en mode. Qui lui envoie des vêtements, qui la paye, qui lui donne des commissions. Mais vous faites ça. Ouais. Et là, c'est un vrai métier. Enfin, un vrai métier pour ceux qui sont d'ancienne génération. C'est pas un vrai métier, mais c'est du vrai travail. Tu crées du contenu sur les réseaux. C'est pas genre, c'est l'IA qui va tout faire pour toi. En plus, vous pouvez vous aider de l'IA pour faire du contenu de réseaux sociaux si vous avez du mal à démarrer, mais c'est vous qui donnez de votre personne. Là, c'est un faux truc. C'est-à-dire que non, c'est pas toi, c'est tout. Toi, t'as juste à transférer ChatGPT à Amazon, limite. C'est ça. Bah non. Créez du contenu ou faites un podcast ou peu importe, mais donnez vraiment du contenu. Et c'est la meilleure façon aujourd'hui de créer une audience et d'en vivre. Et tu sais pourquoi je pense que notre métier est de loin le meilleur pour être libre? C'est que déjà, les premiers vendeurs de rêves, entre guillemets, il y a 10 ans, déjà, c'était des infopreneurs qui te vendaient la liberté financière. Donc, on les cataloguait comme vendeurs de rêves. En même temps, il suffit de prendre une vidéo et tu te dis, regarde, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Forcément, tous les gens, ils rêvent d'être dans un hôtel 5 étoiles. Aujourd'hui, ça a changé. Mais aujourd'hui, on se dit, c'est génial et tout, je vais faire comme lui. Et sauf que 10 ans plus tard, ces mêmes infopreneurs sont encore là.
Alors pas tous, il y en a qui ont un petit peu merdé sur la route, qui se sont fait rattraper par la police. Mais ceux qui sont honnêtes, il y a 10 ans, étaient toujours là. Tu prends un copywriter qui dit « Ah, je vis du copywriting », il a disparu. Tu prends un closer qui dit « Ah, je vis du closing », ils ont disparu. Donc le seul métier pour moi aujourd'hui qui est viable, pour être libre géographiquement, financièrement et de faire ce qu'on veut de son temps, c'est notre métier, infopreneur. Cher daron, chère daronne, une petite pause dans ce podcast pour vous prévenir que mon micro a malheureusement décroché pendant quelques minutes. Alors, on a hésité à retirer le passage, mais en fait, il est tellement coquinou ce passage, il va tellement vous plaire qu'on a préféré le garder. Soyez tranquille, je reviens dans 12 minutes exactement avec une bonne qualité sonore. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce qu'encore une fois, je suis pas neutre. Je suis. Non, mais oui, mais en fait, on l'a choisi parce que justement, et on est encore là. En fait, pourquoi on est en train de faire du contenu? Si t'étais closer il y a 5 ans et qu'il y a marché, il reste plus grand. Oui. Et pour y arriver, aujourd'hui, c'est la création de contenu qui est le plus simple. Mais ça demande du courage et de la régularité, par contre. Ça demande beaucoup de courage parce que ça demande de se montrer. Oui. Et on peut se faire attaquer, n'est-ce pas? On peut se faire attention à ce qu'on dit. Ça demande évidemment de virer tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Ça veut dire à travailler sur soi-même. Comment on fait? En faisant des formations, en s'entourant de personnes qui ont déjà réussi à virer leur syndrome de l'imposteur, en se faisant coacher. Ça te fait un petit peu d'argent. Oui, c'est comme ça que... Oui, puis il faut accepter les rageux qui commentent, qui nous insultent, qui nous diffament, des gens qui font des vidéos sur nous. Voilà, il faut accepter ça. On parle du closing vite fait? Oui. Est-ce que le closing, selon toi... Non, alors le closing, qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent vraiment pas cette industrie? C'est juste, c'était une tendance qu'il y a eu il y a quelques années sur devenir un commercial au téléphone. En fait, un commercial indépendant qui aide les vendeurs de formation ou les coachs ou autres à aider à vendre leurs produits et services. C'est-à-dire que des gens comme toi et moi, Fabien, on fait une conférence en ligne, on envoie des emails comme on fait d'ailleurs de temps en temps et on demande à ceux qui ont des hésitations de prendre un rendez-vous avec notre équipe pour voir si ça correspond à leurs attentes et si tout est OK. Et donc pendant longtemps on a vendu les infopreneurs ont besoin beaucoup de closers pour les aider à vendre leur formation et tout. La vérité aujourd'hui c'est que pareil le marché c'est extrêmement tassé. Il y a autant de closers que de coachs. D'ailleurs, ils passent tous d'opportunité en opportunité. Il y a un closer coach, etc. Et aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est qu'il y a la majorité qui sont mauvais. J'ai travaillé avec peut-être une 50aine de closers différents. 80% d'entre eux sont pas bons. Les 20%, il y a des pépites, mais ils restent pas tout le temps dans le métier. Parfois, ils changent. Ils vont dans d'autres opportunités où ils deviennent formateurs eux-mêmes. Mais pour moi, c'est pas du tout le même métier. C'est pas parce que tu es bon en closing que tu seras bon formateur et coach pour closer. Et que après, si vous arrivez à travailler avec le top 10 ou si vous êtes extrêmement bon commercial déjà de nature, que vous avez toujours été un bon commercial, etc., je pense que c'est une bonne opportunité pour vous si vous êtes vraiment un champion. Et après, vous travaillez avec un infopreneur qui a du volume et tout. Ça, oui. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise au téléphone, si vous n'avez jamais été à l'aise dans le milieu commercial et qu'on vous vend l'opportunité parce que vous pouvez travailler de chez vous, etc., je vous le dis tout de suite, c'est une mauvaise idée. Il faut avoir cette fibre-là, un minimum, ou avoir la profonde envie de se dire, ce truc-là, ok, j'ai jamais été commercial au téléphone, mais je pense que je peux y arriver et j'ai envie d'y arriver. Si vous êtes là-dedans vraiment, vous êtes prêt à y aller, parce qu'il faut en bouffer les appels téléphoniques, il faut être prêt à prendre 10 entretiens par jour et à vendre 0. Vous pouvez faire 300 entretiens dans le mois pour gagner même pas 1000 balles. Ça, il faut être au courant. Et ça, on vous le dit pas. Maintenant, mais encore, il y a eu quand même de grosses coquineries sur ce marché-là, parce que ça appelait Actis marché-là, reste derrière ton ordinateur sur ton bureau, décroche ton téléphone, parle un petit peu, et puis tu vas gagner 10 000 euros par mois. C'est exactement ce qu'on vend à qui? Aux femmes. Oui. Donc les femmes le croient. Et vu que les femmes, et beaucoup de femmes, beaucoup de gens en général, ah non, moi la vente, c'est la vente, c'est l'image du ventre de tapis, on n'aime pas ça. On dit non, c'est pas de la vente, c'est du closing. Donc c'est pas pareil. Et c'est fait avec éthique et bienveillance. Tu vois. Mais c'est faux. En fait, si tu veux être closer, un bon closer, tu dois déjà être un bon vendeur. Et il faut déjà que tu arrives à comprendre que la vente est quelque chose de normal. Oui. Et ce n'est pas du tout un problème. Et il y a eu beaucoup d'appelés, beaucoup de... Très peu d'élus. Ouais, très peu d'élus, mais extrêmement peu. Et probablement, nous recevons aussi des demandes assez régulières de closing, toujours des femmes. Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime Montessori, je fais du closing éthique et bienveillant. Ok, travailler avec qui, tu vois, un nom, mais je travaille avec personne. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été formés. Ouais. Je pense de moins en moins et très peu de résultats. En ce moment, la tendance là dans le milieu, c'est plus trouver un setter. Donc, un setter, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va aller vous démarcher
dans les réseaux sociaux et tout, parlent avec vous et après vous proposez, c'est l'étape juste avant, vous proposez ensuite un entretien téléphonique. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à closer. Donc ils se disent alors on va le setter et le closer après. Et pareil pour moi, c'est des opportunités qui vont arriver à saturation très rapidement avec un minimum de gens qui vont y arriver. Tu vois, en ce moment, je travaille avec un closer. Parce que je refais un peu d'entretien téléphonique et c'est quelqu'un de très pro, qui a beaucoup travaillé déjà et qui est vraiment dans le dur, qui fait partie du métier, tu vois, qui est un vrai commercial. Et je vois une énorme différence avec ceux qui sont là que pendant 3 mois, 6 mois, parce qu'on leur a dit que c'était pas de la vente, que c'était juste de l'aide à la décision et que voilà. Bon, en fait, il y a du bon et du mauvais, comme d'hab. Hein, ça va aider les gens, mais pas tous, quoi. Prérequis numéro 1 pour être closer, déjà être stable mentalement. Je pense aussi. Ne pas avoir dû faire du coaching avant ou autre, d'avoir suivi toutes les formations jusqu'à arriver au closing. Parce qu'un closer, c'est pareil, il y a quand même quelque chose du vrai coach. C'est-à-dire qu'il doit faire parler son client, il doit faire ramener là où il veut l'emmener. Et un closer, il n'est pas tout le temps en train de parler au téléphone. C'est vrai. Et ça demande beaucoup d'organisation personnelle et de suivi. Parce qu'un truc qu'on cache aussi, c'est qu'on leur dit, vous avez juste à rester chez vous, décrocher le téléphone et vous allez gagner 10 000 € à la fin du mois. Sauf que la moitié des entretiens téléphoniques que vous allez avoir, en fait, il va falloir relancer les gens. Ils ont dit oui, mais ils n'ont pas payé. Ils ont commencé à payer, mais ils ont les impayés et vous ne serez pas payé sur les coms que vous n'avez pas touché, donc il faut les réengager pour avoir les paiements. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a 2-3 ans qui a fait polémique, où j'expliquais que c'était déjà un peu saturé, et j'ai été insulté parce que des personnes qui font des formations, on dirait, allez commenter cette méchante vidéo. Ah ouais, méchant Alexandre. Ouais. Ah, méchant Alexandre. Raison trop tôt. Bah, il est toujours temps d'avoir raison trop tôt. Qu'est-ce qui nous reste? Un petit mot rapidement sur le dropshipping. C'est de la merde. Voilà. Tiens, le dropshipping, c'est l'entrepreneuriat moderne ou juste... Non, c'est l'entrepreneuriat moderne ou juste un moyen de vendre des trucs inutiles venus de Chine. Non, en fait, je tire un peu le trait. En fait, le dropshipping, simplement le fait que tu n'as pas à gérer le stockage et que les commandes passent directement le fournisseur qui envoie. Donc, en fait, c'est juste une méthode de vente et d'e-commerce. Mais en fait, ce que je veux dire par c'est de la merde, c'est que tous ceux qui vous vendent des cours, effectivement, pour faire des dropshipping sur Shopify en vendant des produits de merde sur Made in China, de toute façon, c'est mort. Ces business-là n'existent plus. Maintenant, les gens qui sont là-dedans font du vrai e-commerce. Voilà, puis c'est un truc qui m'a jamais intéressé. De toute façon, le truc à retenir, moi, c'est qu'il faut jamais croire que vous avez une formation et que vous allez passer vous allez faire un carton. Généralement, quand on vend ça, il y a toujours des très très grosses corrections. Et il y avait dit vraiment du dropshipping, trouve un produit que tu vas pouvoir vendre soit sur Amazon ou soit sur une boutique que tu vas créer en 2-2 sur Shopify. Il y en a qui ont réussi, mais c'est comme tous ceux qui ont réussi et qui restent, c'est des gens qui font de la qualité, qui font des choses utiles. Il faut faire les choses bien, il faut faire les choses avec patience et accepter aussi de prendre le temps qu'il faut, et ça peut pas être trop facile. Oui. Si c'est trop facile, c'est qu'il y a un problème. Il faut travailler. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est quelle valeur on apporte. Oui. Alors, si tu apportes vraiment de la valeur, oui, c'est intéressant. Mais si tu n'apportes pas de valeur, tu vas disparaître. On avait parlé de mon e-commerce avant, nous, on avait e-commerce, c'était pas les dropshipping. On vendait des appareils photo numériques. Mais avec le recul, on n'apportait pas de valeur. En fait, si on vendait un appareil photo, on essayait de vendre moins cher qu'un autre concurrent comme Amazon. En fait, il y a zéro valeur sur le marché. Si on voulait apporter de la valeur, il a fallu que chaque client en appelle, on dise, t'as perçu ton appareil, est-ce que vous voulez que je vous aide à le mettre en place, à l'utiliser, et se dire que là, tu crées de la valeur auprès de ton client, et ton client, après, il va revenir chez toi, acheter d'autres produits, et tu pourras les vendre plus cher. Et à partir du moment où tu crées pas de la valeur, tu vends des produits chinois juste moins cher parce que c'est une mode. Oui, puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire face à Shein, Temu et tous ces marques de l'ultra fast fashion, etc. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vendre moins cher que toi. Si tu vends un produit qui est un truc de mass market, c'est mort. Donc voilà. Donc n'achetez pas sur dropshipping, c'est inutile. Mon cher Alexandre, prochaine question. Social media manager ou community manager. Gérer des réseaux sociaux, c'est un métier ou juste une excuse pour ne pas lâcher son téléphone? Moi, mon cher Fabien, c'est une opportunité en laquelle je crois. D'accord. J'y crois parce que, comme on l'a vu à travers ce podcast et d'autres aussi, les réseaux sociaux, c'est un levier très puissant pour les marques et les entrepreneurs pour avoir des clients. Et même les grandes marques l'ont bien compris. Donc, je pense que
Déjà, pour trouver un emploi de salarié, c'est pas mal. Si on a des bonnes compétences, on peut travailler chez Decathlon, par exemple. Ready to play. Ouais. Donc, ça peut être pas mal. Ou alors, pour gérer des comptes comme des entrepreneurs, infopreneurs comme nous, par exemple. Moi, j'ai une community manager que j'embrasse, que je salue. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Elle me fait gagner beaucoup de temps sur la publication de mes stories, de mes posts et tout, parce que j'ai pas le temps. Puis, j'ai pas le temps de répondre non plus à tout le monde dans les messages privés. Donc, ça peut être pas mal. Et je pense que, en suivant une formation sur comment bien gérer les réseaux et comment trouver des clients, les gérer, etc., on peut avoir soit un complément de revenus, soit un petit SMIC, peut-être 1500, 2000 euros net, je parle, après chiffre d'affaires. Parce que je pense que tout seul, tu peux gérer 2-3 clients max, bien. Tu vas les faire quoi? Les faire payer entre 500 et 1000 euros. Ouais. Donc, tu vois, 3000 euros de chiffre d'affaires. Si tu as quasiment zéro charge, tu vas te verser 1500 euros de salaire, c'est pas fou. Peut-être tu peux en prendre plus de clients. Moi, j'ai ma community manager, je crois qu'elle doit tourner autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais elle a tous les inconvénients, parce qu'elle gère aussi une flotte d'assistants community manager, qu'elle reprend, qu'elle suit, etc. C'est beaucoup de boulot, parce que tu dois faire la community manager et en plus gérer une équipe. Donc 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais je suis pas sûr qu'à la fin, ce soit non plus je pense que t'es rincé, quoi. Ouais. Tu fais sur quelle année, mais t'es rincé. Ouais, c'est ça. Donc, j'y crois quand même. Je pense que c'est une des opportunités les moins foireuses qui peuvent exister. Et j'ai pas de parti pris là-dessus. Je ne vends pas de formation pour devenir community manager. Mais je sais la puissance des réseaux sociaux, tout comme toi, tu connais. Mais toi, mon petit coquin, tu y crois beaucoup moins. Non, moi, je pense que c'est complètement foireux comme idée. Première raison, alors déjà... alors oui, aujourd'hui le business, on va dire, l'image fonctionne énormément sur les réseaux sociaux. Donc la logique est de se dire, mais on a tous besoin de community manager. Ok, sauf que si tu es chez toi et tu as suivi le webinaire de Josiane qui t'explique que tu vas pouvoir, encore une fois, rester chez toi, rien faire sur ton téléphone, mettre des posts et puis gagner 10 000 euros par mois, ça va être extrêmement compliqué puisque tu vas jamais être community manager chez Decathlon parce que tu as suivi une formation en ligne. Chez Decathlon, on va te prendre des gens qui ont été à l'école, qui ont fait HEC, qui ont fait tout le point. Qui sont pas forcément meilleurs community managers. Non, du tout. Mais non, mais évidemment, c'est pas tout. Le sujet n'est pas là. C'est juste que c'est une réalité du marché. Donc toi, si tu suis une formation de community management, tu vas finir chez toi, chez moi. C'est sympa. Non, mais c'est ça. Tu vas finir chez les darons du biz. Non, mais tu vas finir chez des gens qui ont un business en ligne. Ouais. Non, je veux dire, c'est en mode. C'est chez nous le genre de client. Mais c'est chez nous que ça se passe, en fait. En fait, les réseaux sociaux pour des grandes marques, mais ça se passe pas avec un freelance community manager, tu vois. Et puis, les grandes marques, elles vont faire appel à des agences, tu vois, qui vont leur gérer une globalité. Oui. Donc, toi, Josiane, qui a suivi une formation de community management, tu ne peux pas accéder à tout ça. Donc, le seul endroit où tu peux accéder, c'est chez les entrepreneurs en ligne qui gagnent, en fait, qui gagnent leur vie avec leur activité. Donc, infopreneurs, dropshipper, non, parce qu'il n'y a pas faut savoir créer une marque. Donc peut-être, oui, en effet, une petite boîte de e-commerce à la rigueur. Bon, pourquoi pas, faut voir. Mais ça veut dire que là encore, il y a très très peu. Le marché, il est minuscule. Tu vois, il est tout petit. Et community manager, tu vas facturer ça combien? Tu dis 500 ou 1000? Ouais, c'est quand il y a des gens comme toi qui préfèrent le déléguer, tu vois. Moi, j'ai jamais délégué le community management parce que pour moi, c'est déléguer une partie de notre communication et je trouve que c'est pas, voilà, je l'ai jamais senti. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour une compétence, en fait, pour moi, qui est extrêmement simple. Oui. Tu vois. Mais vous êtes deux pour le même business. Nous, on est deux. Alors que moi, je suis seul, entre guillemets. Ma femme a son propre business aussi, donc c'est un choix. Par exemple, ta femme, qui est l'une des meilleures youtubeuses en France sur son sujet. Est-ce qu'elle a une community manager? En fait, elle l'appelle pas comme ça, mais effectivement, elle en a une. Okay. Parce que c'est elle qui, dans le processus de publication, Eman n'intervient que très peu, juste pour faire la validation. Mais effectivement, elle met pas la vidéo en ligne, elle met pas le hashtag, elle met pas la description, elle gère pas la date de publication, etc. Donc en fait, elle se sert à peu près, moi un peu plus, mais on n'est pas loin. Oui. Alors oui, elle a une personne qui facilite la mise en ligne. Oui. Mais qui n'est pas une community manager. Pas officiellement. Pas officiellement, mais quand on te forme au community management, dans ton rôle, c'est non, je mets pas juste une vidéo en ligne. Donc tu es là pour en fait faire grossir le compte de la personne et lui facturer un bon petit bifton sans savoir si derrière c'est rentable ou pas pour la personne. Ouais. Donc comme tout ce que je dis, il y a évidemment des sujets qui marchent très bien, il y a toujours des exceptions, mais je pense que selon moi, se lancer maintenant en 2024 pour devenir community manager, ça me paraît très 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 ambitieux. Je pense pour moi que tu trouves plus
de boulot et de mission que si tu te lances dans le closing commercial téléphonique. Oui. Moi, je pense. C'est dire le niveau du mieux closing. Que le dropshipping aussi. Plus que le copywriting aussi, parce que c'est une compétence assez subjective, le copywriting. C'est difficile d'évaluer son retour sur investissement. Alors que le community management, c'est très facile. Hein. Vue, like, interaction, abonné. Oui. Ça se voit. Oui, mais là encore, il faut, tu vois, évidemment, mais dans ton cas, toi, tu as un business qui fonctionne. Donc, tu es prêt à payer et déléguer cette compétence, qui n'est pas non plus une compétence de fou. Mais le marché, il est minuscule. Il n'y a pas beaucoup non plus d'infopreneurs qui prennent des community managers et qui font des centaines de milliers ou millions d'euros l'année. Donc, et puis les community managers, ils sont déjà en place, tu vois. Moi, ça me paraît extrêmement ambitieux de se lancer là-dedans. Ok. Voilà, c'est mon propre avis. On ne sera pas d'accord. Dites-nous aux commentaires, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ce que vous en pensez. Quelle est l'opportunité la moins foireuse de toutes? Tu nous diras après la moins foireuse. Peut-être que c'est celle-là, oui, encore non. Expert SEO. SEO, c'est le futur ou juste une manière compliquée de dire je sais utiliser Google? Il fut un temps, comme je l'ai expliqué dans les podcasts, que j'étais dedans à fond et j'avais justement un prestataire qui était très très bon SEO. On avait monté mon ancien site qui s'appelait lifestyleconseil.com à plus de 200 000 visites par mois. Oui. Donc, ça fait plus de 2 millions de visiteurs par an. Donc, à l'époque, c'était donc sur site WordPress, publication d'articles sur des sujets clés, etc. On était à fond dedans et c'est ce qui nous rapportait mon business. Donc, je vais pas cracher dans la soupe, évidemment. Maintenant, comme on le disait dans les podcasts, il y a des opportunités, je pense, très très nichées dans certains business. Se former en tant que spécialiste SEO aujourd'hui, il y a une partie de moi qui dirait non, à l'ère des réseaux sociaux, franchement non quoi. Après on dira mais il y a aussi du référencement dans les réseaux sociaux. Oui, bon, les algos sont pour beaucoup aussi sur ce que tu dis à l'intérieur. Donc franchement, je suis pas convaincu. Je suis ouvert à la discussion, mais j'ai l'impression que c'est un peu d'antan, hein, c'est un peu passé. Ce truc-là. On a parlé dans les podcasts, je crois, ou l'avant-dernier, d'une jeune fille. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, c'est en voyant ce contenu à elle que je me suis dit ah ouais, le SEO c'est de retour. Mais en fait non, j'ai été un petit peu voir et analyser. Non. C'est pas du tout ça qui est de retour. C'est que cette jeune fille, elle est jolie. Et en fait, j'ai regardé sur un podcast, elle a été invitée plusieurs fois. C'est elle qui fait le plus de vues sur un podcast business. Okay. Donc c'est pas pour le sujet SEO qu'elle fait des vues. C'est parce qu'elle est mignonne. Ah, ok. Donc à mon avis, pour moi, le SEO... Après, dans le business pour lequel elle travaille, ça ramène beaucoup de trafic et de clients. C'est son business. Là, elle travaille pour une marque. Elle travaille pour une marque. Elle travaille pour un SaaS. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est directrice SEO donc du département SEO de ce SaaS-là et ça rapporte beaucoup de clients. Mais c'est des niches B2B. Voilà. Oui, niche B2B. Et je pense que c'est une exception, une rareté. Oui. Parce qu'elle est à fond dans le truc. Oui. Non, mais on t'aurait mis un gros Gérard dégueulasse. Ça marche beaucoup moins. Ça, c'est évident. Donc, en fait, les vidéos, après, elles ont pas marché. Tant mieux, hein, si tu vois. Sûr. C'est pour ça qu'on se filme aussi. Bien sûr. Bientôt les darons du vice torse nu. Ouais. Là, l'audience va descendre. Calmons-nous. Va falloir sécher un peu. Non, moi, je pense que l'expert SEO, c'est mort. Mais là encore, il faut être expert SEO. Peut-être soit faut avoir beaucoup de talent, mais suivre une formation comme ça, expert SEO et. Non. Ok. Non. Je connais pas assez, mais instinctivement, j'irai pas. On a fait le tour des. Ah non, le dernier. Non, on a déjà parlé. C'était écrire des livres pour Amazon. Donc, là, si on refait tout le listing, ça alors tout le listing. Alors on a développeur web et mobile. Ouais. Alors j'avais designer graphique et UI UX. Ah, on n'en a pas parlé. Alors pour moi, c'est au même niveau que je me permets parce que j'ai une petite pépite à donner. Donne-nous cette pépite. Déjà, je crois que le métier, le secteur a beaucoup évolué depuis qu'on a eu une transition entre Photoshop et Canva. Oui. Canva, c'est l'accès très grand public, très largement démocratisé du design aux non-designers, et qui est un logiciel qui est valorisé à plusieurs milliards et qui est extrêmement pratique, etc. Donc déjà, ça, Canva, c'est un premier coup de BSD dans la mâchoire à tous les designers pro, etc. Alors les vieux de la vieille, les pros me diront mais t'es complètement à côté de la plaque, le travail d'un designer, c'est beaucoup plus précis. Oui, c'est vrai, mais en fait... Pas de besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un besoin pour des très grandes marques ou pour des trucs très précis, mais en fait, la plupart des gens n'ont pas besoin. Ils ont besoin de Canva. C'est ça. Donc déjà... Voilà. Et j'ai testé avec l'IA... Canva a épousé de manière très intelligente l'IA. C'est pas encore parfait, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et j'ai testé un logiciel d'IA qui s'appelle Logo Diffusion.
On vous mettra à l'illustration. J'ai créé un petit logo pour une marque fictive qui s'appelle Pizza Mama. Pizza Mama pour illustrer un webinar. Et j'ai fait ce logo qu'on affichera en moins d'1 minute. Ouais. Je vous mets au défi, soit de le faire tout seul de votre côté en partant de zéro, ou alors de faire appel à une designer, d'attendre 5 jours et de payer 500 balles. Ouais. En fait, la vérité, c'est que c'est en train d'être massivement disrupté, ce métier-là. Et je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui être un non-designer qui maîtrise Canva et vendre des prestats de community manager ou de design plutôt que d'être un designer de ouf sur Photoshop où vous allez manquer de clients très rapidement. Oui. Mais pour quasiment tous les métiers qu'on a donnés, je pense que ça résume presque pour moi. Hein, ce que tu résumes ce que tu viens de dire, c'est que c'est utile en fait pour les entrepreneurs qui ont juste un besoin. C'est ça. Tu vois, Canva, c'est pas Photoshop. Ouais. Et je connais Photoshop et je connais Canva. Je préfère utiliser Photoshop parce que je suis plus à l'aise et je l'utilisais avant. Mais Canva, pour la plupart des gens, mais c'est largement, ça fait 80% du boulot. Et c'est le vrai sujet. Parce que les gens qui vont dire oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Mais en fait, la plupart des besoins des gens ne dépassent pas les critères de Canva. C'est ça. Et d'ailleurs, grâce à Canva, c'est aussi comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont explosé sur les réseaux en faisant les carousels là, qui a débarqué dans les années 2020-2021 grâce à Canva, parce que les gens n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes avant. Tous mes carousels sont faits sur Canva. Ouais. Toutes mes couvertures, tout. Même mes reels vidéos où on incruste des vidéos sont faits sur Canva. Et d'ailleurs, tes images qui sont vachement quali sur ton compte Instagram. C'est Canva. C'est Canva. Et si tu avais dû payer un graphiste pour te faire ça il y a 5 ou 6 ans, mais il t'aurait éclaté des 500 000 balles sur chaque post. Carousel. Ouais, complètement. Mes designs de PowerPoint, de Masterclass, c'est sur Canva. Ouais. Par contre, je paye aussi, et là c'est très intéressant, et pour moi c'est l'illustration parfaite, c'est que j'ai des graphistes que j'ai depuis un petit moment et je vois les pratiques évoluer. Avant, elles étaient sur InDesign, Adobe, ou Adobe comme les Américains, Photoshop, InDesign, etc. Elles travaillent maintenant sur Canva. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui leur ai, au début, une ligne, il l'a fait automatiquement, et l'autre, je lui ai demandé, je lui ai dit, parce qu'en fait, je voudrais avoir le fichier source et modifier juste une phrase ou modifier un point sans faire appel à toi, etc., sans repayer et tout, et par facilité, tu vois. Ouais. Et j'ai des graphistes qui sont des graphistes InDesign, Photoshop, etc., qui travaillent sur Canva. Ouais, parce que les gens veulent après modifier eux-mêmes. Ouais. Et ça me faisait penser à quelque chose, mais donc c'est pas la meilleure opportunité non plus. Non. Par contre, alors, idée de business. Tu es une pro de Canva, et tu fais des masterclass pour bien utiliser Canva dans certains métiers ou autres. Tu lances une chaîne YouTube pour maîtriser Canva ou une chaîne Instagram pour apprendre à maîtriser Canva. Oui. Petite idée de business. Moi, je pense que il faut avoir arrêté. Il y a eu le vent de vouloir former des freelances. Parce que après Covid, tout le monde va devenir freelance et compagnie. Donc, je vais vous former un métier. Donc, c'est ce qui marchait. Hein. Deviens community manager, closer, tous les trucs à la con. C'est pas encore fini pour moi, ça. Hein. On est sur la fin. On est sur une correction des tarifs. Donc, c'est une première partie de la fin. Oui, mais là, pour moi, il y aura un trou de plusieurs années. Les gens veulent être freelance. Mais là, ils sont tous dit, je veux travailler à la maison, je veux être à mon compte et tout. Et ils se sont rendus compte que, en fait, c'est pas pareil que d'aller, quand t'es salarié. C'est là que tu te rends compte le niveau extrêmement mauvais des salariés en entreprise. C'est que quand ils doivent eux-mêmes, en fait, taffer pour eux, on trouve pas de clients. Ah merde, c'est peut-être que je suis peut-être pas si bon que ça, quoi. Tu vois. Donc hop, retour au salaire très bien payé. Au final, je suis très bien payé. Je vais arrêter de demander des augmentations parce que quand je dois faire pour moi-même, j'arrive même pas à l'atteindre. Donc là, il y a une correction là-dessus. Et je pense que, par exemple, si tu es graphiste, vaut mieux faire une petite formation. Attention aussi aux tarifs. Je pense que les tarifs baissent de plus en plus sur les formations. Et c'est une sorte de petit patch qu'un entrepreneur va pouvoir acheter pour bien pouvoir maîtriser Canva. Il y a du temps avec ça. Voilà. Plutôt que de dire, je vais former des graphistes spécialisés Canva. Oui, je pense aussi. Mais tu peux faire les deux. Hein. Tu testes le marché, tu vois. Tu peux faire les deux. Ouais. Mais je sens que les prix vont baisser encore et encore. La boule de cristal. Attention à la suite. Je pense que les prix vont baisser et que maintenant, il faut chercher à former les entrepreneurs plus qu'offrir un métier, parce qu'il y a beaucoup de Josiane qui ont testé plusieurs métiers qui se sont dit merde. Ouais, au final, pas de marché finalement. Donc pour faire un petit résumé, nous avons développeur web et mobile, plutôt oui, plutôt non. Court terme oui. Court terme oui. Consultant marketing digital. Spécialisé excellent oui. Je suis d'accord. Copywriter, rédacteur web. Moins en moins je dirais. Ouais, pour moi c'est mort. Designer graphique UI UX. Dans les niches qu'on a dit, qu'on a partagées, sinon, et dans certains métiers, sinon, compliqué. T'oublies. Coach de vie ou développement personnel. Non. Non. Expert SEO.
Si tu es dans le B2B dans certaines niches, visiblement, il y a des opportunités. D'ailleurs, des opportunités, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, on va dire le joker. Ouais. Community manager. Moi, j'y crois. En tout cas, encore à court terme, c'est possible. Pas à long terme, mais à court terme. Ah, pour un nouveau. Non, on va pas refaire le débat. Okay. Mais ouais. Non, je suis pas d'accord. C'est bien de pas être d'accord. Voilà. Formateur en ligne, créateur de cours. Bah oui. Bah, évidemment, c'est nous. Donc, évidemment. Tu es capable de me citer des infopreneurs qui étaient là il y a 10 ans. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux me citer des coachs de vie, des designers graphiques, des copywriters, des consultants, tout ce que tu en as dit il y a 10 ans, des dropshippers? Ouais, ils ont évolué. Après, je connais pas tout le monde, évidemment. Mais oui, je suis d'accord avec toi sur le fond. Voilà. C'est mieux d'avoir des compétences comme celles qu'on a. Dropshipping, on a dit non. Et le nouveau métier à la mode, écrire des livres sur Amazon? Non. Ce qui peut être marrant, c'est que les gens qui ont regardé cet épisode de podcast sur YouTube, vu qu'on a activé la publicité et qu'on continue à augmenter, hein, on est à 130, je crois, 133. C'est on commence à gagner de l'argent avec les darons de bise. Champagne. Ils peuvent potentiellement avoir une pub de cette arnaque. Ouais. Après, il faut pas non plus penser que le but de ce podcast c'est de dire tout ça c'est flingué, tout ça c'est nul. Je pense qu'il y a des opportunités de métier qui sont intéressantes et je pense qu'aujourd'hui vraiment plus que jamais, moi mon discours que j'ai, et si il y a bien un truc qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, pour moi, une des plus belles opportunités, c'est vraiment les réseaux sociaux, et je mets même le podcast dedans, parce que même si les chaînes de podcast, c'est pas un réseau social, sur YouTube, ça le devient. Les gens consomment je crois que c'est 3 milliards de vidéos courtes vues par jour sur les réseaux sociaux. Les formats longs que le podcast, vous n'avez qu'à voir notre chaîne par rapport à notre nombre d'abonnés, le nombre de vues qu'on a. Voilà, tous les gens sont sur les réseaux sociaux, les Français énormément, etc. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Les marques aussi payent beaucoup pour des partenariats. Évidemment, il faut avoir des abonnés à engager, etc. Mais pour moi, les réseaux sociaux restent quand même une très belle opportunité. À vous de voir quel métier, quelle spécialisation, comment vendre du coaching, vendre du consulting, vendre des formations, vendre du temps, de la partenariat, etc. Mais ça reste aujourd'hui la plus belle opportunité d'avoir de l'indépendance ou des revenus complémentaires. La preuve, on le fait. Oui, on le fait. Quand tu parles pour nous, je suis d'accord. Tu es un peu plus mesuré que moi sur les sujets de ce podcast. Mais en fait, si on parle vraiment, pour moi, de liberté pure, tu peux pas créer un métier comme ça. Tu peux pas. En fait, tu auras toujours des clients que tu devras délivrer par rapport en vendant ton temps. Donc, à partir du moment où tu vends ton temps, tu n'auras jamais une vraie liberté. Et tu as pris l'exemple du community management où tu commences à grossir. Donc, en fait, vu que tu vends ton temps, il n'est pas extensible. Donc, tu le vends plus cher. Ouais. Mais si le marché n'est pas prêt à payer plus cher, tu seras capé, tu vas t'entourer de personnes. Et là, tu te retrouves à gérer des équipes pour faire un 10K de CA par mois. Je trouve que ce n'est pas ma vision de la liberté à moi. Ouais. Et aujourd'hui, sauf si vraiment dans un domaine, on est excellent, tu vois, vraiment, on a toujours été dedans, oui. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont salariés, qui se disent, on est marre de mon boulot, qu'est-ce que je veux faire, tu vois, à partir du moment où tu te poses la question, qu'est-ce que je veux faire, c'est foutu. T'es radical. Ah, mais je suis radical. Je suis radical parce que pour moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que je veux faire? Attends, je termine là-dessus. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi? C'est, oui, créer du contenu sur un sujet que tu aimes. Donc, si tu n'aimes rien, peut-être commencer à apprendre à aimer des choses dans la vie. Si ce sujet-là, il y a d'autres personnes à qui ça plaît, peut-être une bonne opportunité d'en parler. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on met le doigt sur un sujet, on va maîtriser très, très rapidement plus que 90-95% de la population parce que les gens ne font pas les efforts. Donc là, tu démarres sur ton sujet, tu continues à te former en même temps sur ce sujet, et puis sois bon sur les réseaux, et ça va bien se passer. Très bien. Qu'en penses-tu ? J'en pense que je suis en partie d'accord avec ce que tu dis parce que moi je pense qu'il y a juste un angle mort que toi tu vois pas, c'est que cette sacrée épine. C'est une sacrée épine dans le pied. C'est que toi t'es plus bon que la moyenne pour connaître. Je travaille avec beaucoup de gens et tout, et je vois que quand tu passionnes sur un truc ou quand t'es sur un sujet t'es quand même très très bon. Donc voilà, c'est pas pour jeter les fleurs au daron, mais quand même. Et donc je crois que tu sous-estime la difficulté pour de nombreuses personnes de se mettre à niveau et d'y aller, etc. Donc, à voir. Et moi, je pense qu'il faut aussi prendre en compte deux concepts, qui est la liberté et l'indépendance. Effectivement, tu ne seras pas libre à 100% en étant prestataire, mais tu pourras être indépendant par contre. Et pour de nombreuses personnes, on sous-estime aussi que le simple fait d'être indépendant, c'est déjà beaucoup. C'est déjà très bien pour une grande majorité des gens. Oui, mais attention à ça. Attention à la prison dorée.
C'est vrai. Je le sais parce que je l'ai créé dans mon premier business et c'est un danger. La rat race de l'entrepreneur sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Très bien. Voilà, mon Fabien, un bon podcast, on a bien aimé. Oui. Je fais encore un appel à vos dons, c'est-à-dire vos likes. Vos likes et vos commentaires nous font toujours extrêmement plaisir. Merci à tous de prendre le temps de nous écouter. Nous, on est contents parce que nous fait une séance chez le psy gratos. Oui. Et on espère ne pas dire que des conneries. Donc, on vous embrasse. On en dit forcément. Mais à partir du moment où on fait des dizaines d'heures de contenu, il y a des conneries qui sortent. C'est vrai. On s'en excuse par avance. Bisous. Bisous.